vont poser problème et qui poseront problème sur ce nouveau contrat qui a débuté le 7 novembre 2022. Donc aujourd'hui, quand on voit sur cette année qui s'est écoulée, on a 151 000 euros d'impayés. Donc c'est quand même un chiffre assez important, d'autant que quand on regarde les provisions annuelles qui ont été faites par la collectivité avec le prestataire, on est sur 59 000 euros de provision, avec un provisionnement total qui est à 354 000 euros. Donc il reste 4 années de contrat, et dire qu'en une année, on a déjà 151 000 euros d'impayés, franchement, ça interroge. Ça fragilise encore plus ce contrat. Et je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus, et on peut s'interroger sur, à la fin, qui c'est qui va prendre en charge tous ces impayés-là. Et évidemment, il s'avère que le prestataire, lui, il va nous dire que lui, il a provisionné 54 000 euros, et qu'il va de soi que ce soit la commune qui puisse récupérer cette part-là. Et donc, ça veut dire que c'est l'argent des Goussins des Bois, une fois de plus, qui va abonder pour pouvoir compléter tous ces impayés. Donc ça, c'est le premier point. Et moi, ça m'a, je dis, quand j'ai lu le rapport de la DSP Elior, j'ai repris directement le rapport de la Chambre régionale des comptes et je me dis, la Chambre régionale des comptes nous a alerté là-dessus, elle nous a émis des recommandations et rien n'a été fait. Donc moi, c'est ma première question. Si vous voulez y répondre, sinon je peux passer sur le point 2 sur l'investissement. Je vous laisse aller au bout de votre... Sur l'investissement, il avait été convenu lors du renouvellement de la DSP qu'il a de l'investissement à réaliser au sein des écoles, et notamment au sein des cantines, différents matériels qui est utilisé dans nos cantines scolaires. Il y a une enveloppe totale sur le contrat de 6 années, donc 2022-2028, qui est de 190 000 euros, plus de 190 000 euros. Quand on regarde sur cette année qui s'est écoulée, on a simplement 12 000 euros qui ont été investis. Donc ça interroge. Pourquoi? Parce que quand on regarde le plan de renouvellement du contrat qui a été signé en 2022, on nous dit que sur l'année qui s'est écoulée, il devait y avoir un peu plus de 36 000 euros d'investis au sein de nos cantines scolaires. Il s'avère que quand on fait les calculs, on se dit que 67% des investissements n'ont pas été réalisés par le prestataire Elior. Et pourtant, ils ont touché cet argent. Donc l'argent des Goussainvillois parti chez Elior. Donc le marché, nous, on a tenu notre part du marché avec Elior. Et Elior, eux, n'ont pas tenu leur engagement. Moi, je vous interpelle là-dessus, monsieur le maire, parce qu'évidemment, il reste encore 4-5 années sur ce contrat-là, et si les engagements ne sont pas tenus dès maintenant, ça interroge, tant sur les impayés que, évidemment, sur les investissements au sein de nos cantines scolaires. Et j'ai été alerté aussi par certains parents d'élèves que sur certaines écoles à Goussainville, on a de la vaisselle jetable qui est utilisée. Ça renforce une fois de plus le fait qu'il y a un manque structurel d'investissement des l'État qui pourtant touche de l'argent de la part de la collectivité pour assurer des investissements au sein de nos écoles. Il y a du matériel qui ne fonctionne plus dans certaines écoles, et de dire que ce matériel-là n'est pas réparé, et que de surplus le plan d'investissement n'est pas respecté, que donc, comme j'ai dit, 67% des investissements n'ont pas été réalisés sur l'année qui vient de s'écouler, ça interroge. Moi, c'était les deux points que je voulais mettre en évidence, et comme je dis, c'est des points qui ont été mis en évidence par la CRC, et il y a eu des recommandations qui ont été mises, et j'ai l'impression que c'est que rien n'a été fait. Je t'en prie, monsieur. La parole est à monsieur Boisizi. Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais reprendre la première question concernant les recommandations, parce que ce sont des recommandations qui ont été faites par la CRC. Oui, il y a certains sujets qui ont été évoqués, notamment le contrat pour la partie impayée. Alors, effectivement, quand on a reçu ces recommandations, nos services sont tout de suite mis au travail, et puis il y a depuis une commission sur les impayés à laquelle assistent et le CCAS, des partenaires qualifiés, des partenaires sociaux, et Elior et la collectivité. Il y a un vrai travail qui a été engagé à ce sujet. Donc oui, il y a des choses qui se font, ça avance, et les Goussainvillois sont accompagnés, ils ont parce qu'on va appeler, on va mettre des termes sur le problème que tu soulèves comme ça. C'est des gens qui ont des difficultés à payer la restauration scolaire. Voilà. Donc oui, on les accompagne et il y a une commission d'impayés qui a été mise en place à la suite de cette recommandation de la CRC. Second point, c'est l'investissement dans les cantines et dans les offices. Alors, le contrat a été bouclé en 2022, il me semble. Il restait une 50 cas à investir. Ils ont été investis et ils devaient être investis
pour terminer le premier contrat. Il faut savoir que quand le contrat s'arrête, si le contrat s'arrête en 2020, du coup 6 ans après 2028, pour le prochain contrat avec Elior, et ben, l'investissement il se fait sur un PPI et le PPI est respecté. Après, la cantine dans laquelle, l'office dans laquelle il y a de grosses difficultés et des problèmes, etc., tu l'as évoqué, j'aimerais bien avoir le nom de l'office en question pour que nos services puissent le nommer et que c'est vraiment c'est un lave vaisselle qui est fondamental. Exactement. C'est pour ça que je vais. Ah, Kadji. Allez, après je réponds. Pour répondre aussi à votre question, M. Hamad et rebondir sur ce que vient de dire M. Boisizi. Donc, par rapport à cette commission des impayés, les services vraiment font un travail immense. Donc, chaque famille en difficulté est reçue et cela nous permet de voir avec eux comment échelonner les paiements. Là, à date, les familles vraiment jouent le jeu. La plupart du temps aussi, c'est bien beau d'échelonner des paiements, mais il faut essayer de comprendre aussi pourquoi il y a des impayés. Souvent, c'est des groupes d'inscription, c'est des gens qui n'ont pas compris comment le système de la municipalité fonctionnait. Donc, on les reçoit, on les accompagne, et cela a permis de faire une bonne économie. J'ai pris des chiffres en tête. En tout cas, voilà. Et donc, déjà, par rapport à toute commission, sur la charge du truc. Donc, effectivement, le rapport de la CRC l'a souligné, et directement, les commissions ont été mises en place, et vraiment, les services font un travail immense pour réduire et accompagner sur ce point, parce que c'est vraiment de l'accompagnement qui peut. Voilà, c'est juste que je voulais mettre en place. Et par rapport à la vaisselle jetable, c'était juste une période très chaude, et c'est juste que la vaisselle était très chaude, donc ça peut arriver dans chaque domicile, et la pièce devait être commandée. Donc, pour éviter de rajouter une charge de travail supplémentaire au niveau des changements de la sauce méridienne, on a décidé de mettre des esprits, alors des assiettes jetables, mais par contre, tout ce qui était couvert et verre, c'était de la vaisselle standard. Merci d'avoir répondu. Je vais répondre. Alors, je ne vais pas rebondir sur ce que vous avez dit, mais je vais aller sur un tout autre axe qui est l'irrégularité. Vous avez dit des irrégularités. Je vais vous dire la seule chose sur laquelle la CRC a rebondi concernant le marché Elior, c'est sur le marché lui-même. Nous, on a fait une délégation de service public. Or, Elior nous a dit que ce n'était pas une délégation de service public. La CRC nous a dit qu'il ne fallait pas faire une délégation de service public, mais qu'il fallait faire un marché tout court. C'est-à-dire que, pour eux, au vu du montant du projet, de la globalité, je crois que c'est 12 millions d'euros à terme, que c'était un marché pluriel. C'est-à-dire qu'ils devaient rembourser tous les risques. C'est ça que la CRC a dit. À l'intérieur du marché, et dans le marché en soi, il n'y avait pas d'irrégularité. C'est la forme du marché. Il fallait faire tout simplement un marché. Ensuite, Elior récupère comment on dit non. Nos cantines, et ensuite, elles font, donc elles payent leurs salariés à elles, leurs agents, etc. C'est ça un marché sain. Ce qui n'a pas été fait. Nous, on a fait une DSP. Pourquoi on a fait une DSP? Et ça, on l'a reconnu auprès de la CRC. Parce que tout simplement, on nous a conseillé de faire une DSP. Et que depuis que Goussainville a ce marché, c'est une DSP. Donc pour nous, c'était conforme. Je rappelle la réponse que j'ai dit à la CRC. Je dis, mais vous êtes passé en 2015. Ils m'ont dit oui. Pourquoi vous n'avez pas montré du doigt ce marché? Parce que c'était aussi une DSP. Ils l'ont mis en évidence. Non. Bah si, ils le disent dans le rapport de la page générale, c'est ce qu'ils disent. Ils parlent du premier marché. Ils disent qu'ils avaient émis des recommandations de lors de leur passage en 2015 et que les recommandations, elles n'ont pas été entendues par la collectivité. Et là, ils ont émis de nouvelles recommandations. Pas sur le marché, parce que je les ai eu en face à face. Je dis pourquoi vous n'avez pas stipulé clairement en 2015 que ce n'était pas ce marché-là qu'il fallait faire. C'était un marché simple et pas une délégation de service public. Donc, effectivement, nous, on a suivi une DSP. La prochaine fois, on ne fera pas de DSP. C'est ça qui a été montré du doigt par la CRC. Secondo, dans cette DSP, l'intégralité, je dis bien l'intégralité des impayés, est à la charge d'Elior. C'est ce qui a changé par rapport à l'ancienne DSP. Donc, ce n'est pas les Goussainvillois comme vous prétendez, et en plus, vous affirmez que c'est les Goussainvillois. Non, ce n'est pas les Goussainvillois. Non. Vous avez dit, c'est encore les Goussainvillois qui vont payer.
Vous m'avez pas dit, est-ce que c'est les Bruxellois qui vont payer? Donc, mais on pourra réécouter votre affirmation. Donc, je vous le dis, c'est à la charge d'Elior. Second point. Troisième point. Et là, je vais rentrer dans les détails de cette commission qui a été mise en place. Quand on a vu que le montant des impayés explosait, il nous appartient à tous, en responsabilité, de se dire pourquoi ça explose. Est-ce que réellement les familles sont en précarité? Est-ce que la précarité augmente et explose à vous savez? Nous sommes allés chercher, nous avons mis en place cette commission. Et à l'heure où on se parle, toutes les familles en difficulté, nous avons un tableau exhaustif, ont payé ou ont commencé à payer. Pour les familles les plus en précarité, elles ont été mises en lien avec le CCAS pour être accompagnées et qu'on puisse les aider. Parce qu'il est hors de question que nous, collectivité municipalité, nous refusions de donner à manger à un enfant à l'heure du midi. C'est juste pas possible de refuser un gamin. Donc, les familles réellement en précarité sont orientées vers le CCAS et même avec ça, elles vont commencer à payer. Et pour les autres familles, certaines ont réglé l'intégralité de leurs dettes. Alors, c'est peut-être trop de boulot, un peu de négligence, c'est strictement rien. C'est pas moi qui les ai rencontrés, c'est la commission. Et j'ai même dit que cette commission, elle devait être très restreinte pour ne pas exposer le nom de ces familles. Donc, à l'heure où on se parle, le montant, on pourra vous le donner au prochain conseil municipal, a nettement diminué. Donc, on arrivera effectivement à terme, on n'aura plus de dettes, et les personnes qui sont réellement dans le besoin seront accompagnées, et il y a des bons pour ça au CCAS, pour accompagner ces familles qui sont dans la précarité. Donc, voilà un petit peu ça, et la recommandation de la CRC ne pourra être mise en place. Vous savez, Elior, si vous regardez un petit peu, vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe en Ile-de-France et en France, a rompu, enfin, je ne parle pas qu'Elior, pas mal de prestataires ont rompu des marchés avec des collectivités, faute d'avoir anticipé l'augmentation des prix, l'inflation. Il y a des villes aujourd'hui qui ont complètement, le prestataire ne peut plus livrer, il ne livre plus. On est aujourd'hui, nous, en négociation avec Elior, parce qu'effectivement aussi, c'est compliqué pour eux. Donc, évidemment, on discute, on essaie ici et là, faire quelque chose, mais ça devient très compliqué. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, toutes les familles ont quasi réglé leurs dettes. La commission fait très bien son travail, et oui, ça a été pris en considération. Et donc, ça peut vous rassurer, dans le contrat, on l'avait prévu. On n'allait pas faire le même contrat qu'en 2015. Nous ne porterons pas ce que Elior doit porter. Donc, c'est Elior qui portera la charge des impayés, et pas les deux syndicats. Voilà. Très bien, donc au prochain conseil, on pourra avoir les chiffres sur cette nouvelle année. Parce que 151 000 euros, c'est énorme, alors que les provisions n'étaient que de 54 000 euros. Peu importe, c'est pour eux. Non, c'est ce que dit la réponse. C'est ce que dit la CRC. Elle dit qu'à partir du moment où le risque porté par le délégataire est trop important, le marché se voit fragilisé. Et il est là le risque. Et vous venez de le dire, monsieur le maire. Bien sûr. Ça a été le cas à certaines communes. Mais le travail a été fait. Aujourd'hui, bon, vous aurez les chiffres. On aura les chiffres. Sans aucun problème. Et sur l'investissement, sur une année, il y a un plan de renouvellement qui a été fait lors alors, du renouvellement. monsieur, alors, pourquoi est-ce que ce plan de renouvellement n'a pas été respecté? Alors, je vais vous dire quelque chose. Nous, on vous invite à vous orienter vers des services qui ont plus de détails que ça. Peut-être que cette année, vous savez, avec le PPP, si vous regardez le PPP 2012 qui a été signé, les investissements n'ont pas été égaux d'année en année. C'est en fonction du besoin. Donc moi, j'ai confiance à mes services qui connaissent les besoins et qui tournent tous les jours dans ces chantiers pour voir quel est le besoin. Ce n'est pas moi qui leur dire chaque année, il doit y avoir 75 000 euros ou il doit y avoir un quart ou un cinquième de la somme. Peut-être qu'une année, on n'a besoin que de 10 000 euros d'investissement et peut-être que l'année d'après, on aura besoin de 40 000 euros d'investissement. Mais on n'est pas obligé d'investir de chaque année le même montant. Ça n'a pas de sens. Regardez le PPP, à quel moment Monsieur le maire, le plan de renouvellement est très clair. Le plan de renouvellement qui était joint au contrat Elior expliquait à ses clarifiés qu'est-ce qui allait être renouvelé. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, mais ne pas, ce n'est pas le cas. Normalement, il devait y avoir 36 000 euros d'investis cette année. Ce n'est pas le cas. Il y a pas d'accord. Donc ça veut dire que les engagements ne sont pas tenus. Mais arrêtez, il faut attendre la fin du contrat pour dire ça. Mais sur cette année. Mais je vous donne un exemple. Regardez le PPP. À quel
moment où nous sommes allés chercher l'argent, que ce soit Alain Louis ou moi-même, enfin, pour aller faire la rénovation de toute la ville en LED. Nous sommes allés chercher les 500 ou 600 000 euros que Citeos nous devait. Pourtant, nous aurions pu les réclamer chaque année 100 000 euros. Mais c'est pas grave, c'est une somme qui nous est due. Les 190 000 euros seront investis avant la fin du contrat, et ça vous en êtes sûr, puisqu'à la fin de l'ancien contrat, il restait 50 000 euros qu'ils n'avaient pas fait, et on leur a imposé de les faire. Donc peut-être que ces 50 000 euros qu'ils ont fait en 2022, c'est peut-être que c'est ce qui a amoindri, c'est ce qui est peut-être amoindri les 10 000 euros là, parce que si vous faites, alors je n'ai pas les chiffres exacts, je pense que le service d'éducation pourra vous les donner, mais s'il y avait 50 000 euros à purger et 10 000 euros, ça fait déjà 60 000 euros d'investissement. C'est quand même pas mal. Donc ces chiffres, on pourra les consolider. Mais sachez une chose, ce que moi je peux vous garantir, c'est que les 190 000 euros seront investis avant la fin du mandat, avant la fin du contrat, pardon, pour nos offices. C'est une certitude. Je l'ai fait pour le PPP, c'est pas moi qui ai l'initiative. Pourquoi ne le ferais-je pas pour le marché union? Ça sera fait sans aucun problème. Très bien, merci à vous. On sera attentif parce que cet engagement et surtout les chiffres sur les impayés et sur Mais je vous invite même à prendre rendez-vous avec les élus pour le prendre rendez-vous avec les élus pour réfléchir. Mais le plan de renouvellement est assez clair, le rapport d'activité était assez clair. Donc c'est pour ça que je n'ai pas estimé que je n'avais pas forcément besoin d'écrire. Un plan de renouvellement, monsieur, un plan de renouvellement, on discute avec le délégataire en se disant que chaque année, on aura besoin de temps. S'il s'avère que durant cette année, ce montant de renouvellement n'est pas nécessaire, on ne va pas gaspiller de l'argent là où ce n'est pas utile de l'investir. Peut-être que dans 2 ans, on en aura besoin réellement. Donc c'est ça. Donc nous, il y a un montant global qui est de 190 000 euros. À la fin du bal, on verra si les 190 000 euros ont été payés, investis par Ega. Ça, moi, je m'engage à ce que les 190 000 euros soient investis sur aucun problème. C'est normal. Très bien. Nous verrons donc à la fin du bal là-dessus. Monsieur, on l'a fait pour le PPP. Ils nous doivent cet argent, ils vont le payer, je vous rassure. J'ai aucun intérêt à leur laisser. C'est comme si vous me disiez que je vais leur laisser l'argent. Arrêtez de. Mais moi, je vous crois, mais je demande à voir. Bah, regardez le PPP. Moi, je vous ai parlé du plan de renouvellement, vous parlez du PPP. Moi, je parle du plan de renouvellement. Il y a des chiffres qui étaient clairs. Peut-être qu'aujourd'hui, mais après, j'entends ce que vous me dites. Moi, j'entends ce que vous me dites. Si je vous dis que je l'ai déjà fait pour un marché qui n'est pas de mon fait, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas pour un marché qui est de mon fait. Voilà, merci. Alors, rapport d'activité du syndicat, non. Donc, il n'y a pas de vote sur cette rapport d'activité 2023 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Excusez-moi. Ah, pardon, vous avez une question? Oui. Juste sur le géant, j'avais juste une petite question sur le rapport d'activité, la note de synthèse de la ville de Goussainville. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur la deuxième page. Monsieur Jamaki. On voit marché de la Charmeuse, 25 abonnés, 29 commerçants. Et je vois cela bien confirmer les chères hausse globale déjà constatée en 2022. C'est la hausse d'abonnés. Oui, là-dessus, sur cette note-là, ce à quoi vous voulez arriver comme point, c'est qu'on voit que sur les tableaux qui sont en baisse, le nombre d'abonnés, en tout cas, le nombre d'abonnés est en baisse, mais le nombre de blancs est en augmentation. Donc, vous avez dit sur quelle phrase, sur la page 4, c'est ça? La page 2. Voilà, cela a bien confirmé la légère hausse, mais ce n'est pas précisé, donc je suppose que c'est le nombre d'abonnés. Je vais justement le préciser le point. Sur la page 6 du rapport de zéro, on voit qu'il y a 6 départs pour 3 arrivées. Là-dessus, parce que c'est la hausse des recettes de. Ouais, si vous lisez le rapport, c'est une hausse des recettes en moyenne, hein, parce que c'est sur l'exercice, c'est moins que l'exercice précédent, mais c'est une grosse hausse par rapport à 2021. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet où il n'y a pas de secret sur le marché de la Charmeuse. Il est hyper d'activité, hein, je suis d'accord là-dessus. Donc merci pour votre question, ça me permet de rebondir sur ce point. Aujourd'hui, le marché, pour donner le contexte, nous on est arrivé, déjà, on a dû gérer, on a retrouvé une situation de contentieux entre le délégataire et la ville de Goussainville, où il y avait 300 000 euros qui devaient être réglés à ce délégataire-là pour un contentieux qui a été
soldés, en tout cas jugés avant notre arrivée. On est en phase d'un contrat qui date depuis la fin des années 60, il y a 21 avenants, et ce contrat-là arrive à bout en 2030. Autant vous dire que c'est pas le dossier le plus simple qui soit, et la position la plus confortable pour moi pour gérer cette DSP-là. Donc on doit aller au bout, en tout cas tenir nos engagements vis-à-vis de cette DSP-là. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2030, et je remercie quand même le délégataire de travailler en partenariat avec nous. Donc on a mis en place, déjà nous, côté ville, un chargé de mission de commerce qui doit gérer notamment le sujet du marché. On a mis en place beaucoup de réunions régulières, techniques, des comités de pilotage politique également avec ces délégataires-là qui permettent, entre le directeur régional, nos services et aussi du coup le placer, d'avoir des points réguliers, hein, c'est deux fois par mois qui se voient pour traiter les sujets les uns après les autres. Et en ligne de mire, bien entendu, ce qu'on espère, c'est de relever ce marché-là, faire en sorte qu'il soit plus attractif pour les Saint-Lillois, plus attractif aussi pour les commerçants volants et notamment les abonnés, ce qui permettra d'avoir enfin un marché qui représente de l'aide sur ce centre-ville. C'est l'objectif que l'on a. Donc c'est un travail un peu à long terme. Il y a un plan d'action qui est en train d'être travaillé par nos services et qui doit être soumis du coup au maire et moi et au directeur général de Géraud. Donc c'est un travail qui est en cours aujourd'hui par nos services et les services de Géraud. Et on espère en tout cas d'avoir une vraie dynamique nouvelle sur ce marché. Un point parallèle, bien entendu, parce que vous n'avez pas échappé aussi, le projet du centre-ville va apporter une totale nouveauté sur ce marché. On espère qu'il coïncidera en tout cas aussi avec cette revue de cette DSP. Hein. On ne dit pas qu'on n'ira pas à nouveau avec Géraud. Ce n'est pas du tout un sujet qu'on a encore réfléchi à ce stade, mais les aménagements du quartier centre-ville nous amèneront aussi à repenser le marché différemment pour qu'il soit encore mieux intégré, qu'il puisse avoir une dynamique nouvelle. Donc voilà dans les grandes lignes, mais sinon, oui, aujourd'hui, il y a une dynamique pas positive, mais il y a du mieux depuis quelques mois sur les échanges et qui devrait se traduire sur du mieux pour les usagers du marché. Donc, concrètement, par rapport à ma question, la légère hausse globale, qui est sur la page 2 du rapport de la Louis-Saint-Gilles, c'est en nombre d'abonnés. Après, vous voyez les chiffres. Hein. S'il y a une copie sur le rapport, vous voyez en marché de la Charleuse, on a 3 arrivées, 6 départs. Donc, il n'y a pas de hausse cette année, le nombre de commerçants qui a d'abonnés. Maintenant, il y a sûrement une hausse aussi en volant, parce que le chiffre d'affaires de 2021, parce que c'est l'affaire absolue, est en forte hausse et il se maintient un peu moins par rapport à l'an dernier. Donc, s'il y a une hausse, en tout cas, on pourrait demander chaque mission de commerce qui a créé cette note, pourquoi il fait comme ça, c'est un mot qui décrit. Mais je pense que c'était un peu la vision de cette phrase-là et on pourra la corriger si besoin, elle ne reflète pas la réalité. Donc, de la même manière, l'augmentation des recettes s'explique simplement par le nombre de volants supplémentaires et pas par l'augmentation des cotisations. L'augmentation des cotisations, on a voté 2 sur notre exercice, de l'augmentation de 5% de mémoire, mais c'était c'est un contrat qui est géré par le délégataire, et dans le contrat lui-même, dans l'avenant qu'on avait eu, on a voté 2, 3, 5% depuis notre arrivée, parce qu'on est tenu par l'engagement contractuel. Encore une fois, le sujet, donc oui, il y a une augmentation de la cotisation des commerçants contractuellement parlant, donc sinon on ne pouvait pas s'y soustraire, sinon on aurait été côté de nos commerçants, notamment cette période post-Covid. Il y a aussi une augmentation de volants, parce que lorsqu'on voit le nombre de volants, on a fait la comparaison avec l'an dernier, on a 69 volants sur notre gestion. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de copie. Cela doit confirmer la légère hausse globale, déjà constatée en 2022. Vous prenez la page 4, 2022-2023, il y a plus 3. Là, la page 4. Tout en bas, vous avez 1 et en dessous, vous avez plus 3 en augmentation sur le marché de la Charmeuse. Donc, l'année 2024 vient constater la légère hausse qu'il y a eu déjà en 2022. Tout simplement, c'est ce qu'ils disent. C'est ça, voilà. Donc ça vient confirmer, il n'y a pas de copie. Ok, non, c'est juste que ça peut être une chose. C'est là-dessus, mais le global, en tout cas, je pourrais vous dire que c'est une. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sur la page 15 du rapport de Géraud aussi, eux, ils mettent les tableaux qui sont en vigueur depuis 2019. Ils parlent pas justement de l'augmentation de Ici, on a noté pour le coup, j'ai pas les libérations face à moi, mais il me semble,
certains, moi, par exemple, les tours qu'on a voté tous ensemble dans ce forum-là, deux augmentations contractuelles depuis notre arrivée. Le contrat Giro, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est qu'on suit vraiment le contrat. C'est qu'on ne pas se faire attaquer. C'est très très contractuel. On suit vraiment le contrat. Malheureusement, c'est quelque chose que aussi nous constatons au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres? Point numéro 8. Alors, revalorisation des prestations d'action sociale des personnels. Donc, l'action sociale vise à améliorer la vie des agents publics et de leur famille. Il s'agit ici d'une délibération qui réactualise les taux de prestation d'action sociale. Ce sont des dépenses obligatoires. En effet, celles-ci sont déjà en vigueur au sein de la collectivité, mais les taux n'ont pas été réévalués selon le texte en vigueur depuis maintenant plusieurs années. Donc là, c'est une régularisation. Ainsi, il est demandé d'approuver les taux en vigueur à la date du 1er janvier 2024. Donc là, je vous propose des exemples. Il y a des tableaux, mais je vais vous donner des exemples. Une journée complète de centre de loisirs sans hébergement passe de 5,71 € à 6,06 € par jour, soit une hausse de 0,35 €. L'allocation aux parents d'enfants porteurs de handicap de moins de 20 ans passe de 172,46 € à 183 € mensuel, donc plus 10,54 €. Le forfait de 21 jours, éducatif, passe de 82,03 € à 87,05 €, donc plus 0,502 €. Ces prestations sont versées aux agents de la collectivité sur présentation de factures acquittées. Seul un des deux parents peut en bénéficier, indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir des agents. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'appliquer la revalorisation des prestations d'action de Coussainville. À compter du 1er janvier 2025, les prestations d'action sociale seront rémunérées. Donc, ces prestations sont versées aux agents de la collectivité sur présentation des factures acquittées. Seul un des parents peut en bénéficier. Régularisation. C'est clair. Revalorisation, oui. J'ai une question concernant les prestations d'action sociale. Bon, elles sont revalorisées, ça c'est très bien, donc c'est le gain de pouvoir d'achat pour les agents. Vraiment, la question, c'est qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui va être fait pour que les agents puissent avoir cette information. Est-ce que, par exemple, vous comptez le joindre au bulletin de paye, à la lettre aux agents? Il y a une lettre qui est faite. Il y a une lettre qui est faite, pas tous les mois, mais pas tous les 2 mois, une lettre qui est faite aux agents, signée par Mme Chevauché sur toutes les évolutions, toutes les modifications, revalorisation chaque fois qu'il y a une modification, on fait une lettre et on informe aussi les agents, joint la fiche de paie. Voilà, oui, le conseil municipal est affiché aussi devant le ministère. Donc tout le monde peut lire, c'est public. Absolument, oui, c'est public, mais il y a un enjeu malgré tout, c'est que les agents puissent avoir connaissance de ces prestations-là, parce que beaucoup d'entre eux, et c'est le cas pas que ici au sein de l'Amérique de Saint-Denis, globalement dans la fonction publique, c'est vrai qu'on n'a pas forcément connaissance de ces prestations d'action sociale. Je pense qu'il y a un enjeu de promotion de celle-ci, parce que notamment pour ceux qui ont des enfants, il y a évidemment des aides à aller chercher. J'avais une autre question. On parle là de prestations sociales. Il y a une demande aussi qui existe depuis assez longtemps dans la collectivité, c'est la question des tickets restaurants. Est-ce que quelque chose va être fait C'est pas l'actualité. En ce moment, il n'y a pas d'actualité. Je vais répondre à votre première question. Les demandes sont déjà faites. Hein. Là, c'est vraiment une revalorisation. Donc, les gens sont déjà au fait de toutes les aides sociales auxquelles elles ont le droit. Les gens font déjà les demandes. Hein. C'est quand même un paquet. Hein. Vraiment, les gens sont déjà au fait de leurs droits et tant mieux. Donc, c'est vraiment une revalorisation. Donc, on informe, on doit nous mettre à jour ces montants. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Concernant votre deuxième question, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, de parler de tickets restaurant. Point numéro 10 à 9. Pardon. Point numéro 9. Alors, convention de participation avec le centre interdépartemental de gestion pour le risque de prévoyance.
Donc, il s'agit d'une délibération pour renouveler la convention de participation de la prévoyance avec le Centre de gestion de la Grande Couronne pour les années 2025 à 2029. Auparavant, nous avions déjà conventionné avec l'équipe de gestion pour lancer un appel d'offres et retenir le meilleur candidat avec les conditions les plus attractives possibles pour les agents. Ce marché a été lancé et c'est le groupe MNT qui a été retenu. C'était déjà le même prestataire. Ainsi, à partir de janvier 2025, les agents qui adhéreront à cette prévoyance pourront bénéficier d'une aide de la collectivité d'un montant de 7 € par mois par agent. Précédemment, l'aide était de 1 €. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention d'adhésion à la convention de participation à la protection sociale complémentaire 2025-2039 souscrite par CIG, Grande Couronne, pour le risque de prévoyance auprès du groupe MNT et l'ensemble des pièces qui y sont rattachées. De décider d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents du droit public en activité. Cette prévoyance, c'est-à-dire les risques liés à l'incapacité au travail, l'invalidité ou le décès. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé à 7 € par mois et par agent. Et de prendre acte que l'adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution de protection du CIG d'un montant annuel de 1 000 € pour l'adhésion à la convention, pour une collectivité de 350 à 299 agents, et de dire que les crédits nécessaires figureront au budget de l'exercice 2025 et suivant. Voilà. Avez-vous des questions? Il y a des questions? Oui. Concernant cette convention, donc c'est la loi qui oblige aujourd'hui les collectivités à souscrire à ce contrat. Donc, je crois qu'il y avait, ça c'est ma première question, mais je ne sais pas si ça a été dit. Initialement, c'était pas, il y avait un contrat qui était optionnel au sein de la collectivité pour la prévoyance. C'est ma première question. Est-ce qu'il y avait un contrat qui était optionnel pour les agents au sein de la collectivité? Tu peux répondre, tu peux répondre. Voilà, on avait déjà passé un appel d'offres avec le centre de gestion, donc depuis des années déjà à Goussainville, les agents peuvent, s'ils le souhaitent, adhérer à la prévoyance, tout comme à la mutuelle. Le contrat se finissant, donc on a renouvelé avec le centre de gestion, parce que beaucoup plus d'agents, beaucoup plus de collectivités, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus attractifs pour les agents. C'est simplement le renouvellement qu'on a passé par convention. La nouveauté, là, c'est qu'on passe sur une participation en €1 n'était pas obligatoire, mais là, maintenant, les 7 € sont obligatoires à exercer. Voilà. Oui, elles sont obligatoires, très bien. Mais moi, j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis parti comparer avec des collectivités de même strate que Goussainville. Je prends une commune comme Villers-Bel, qui est à côté, qui est comparable avec Goussainville. C'est quand même 20 € aujourd'hui. Le risque de province, c'est 20 €. Nous, Goussainville, on est à 7 €, on s'est plié en tout cas au minimum légal. Chose que je peux regretter. Parce que je travaille à la ville de Villers-Bel, donc je ne sais pas où vous avez vos informations, mais c'est pas 20 €. Non, c'est 20 €. Pas 20 €. On a pareil. Sur ma fiche de paye. Ça, c'est sur ma fiche de paye. Est-ce qu'une motion pour répondre sur oui, est-ce que c'est vrai que comparer effectivement les villes qui font du retraite, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que la ville de Goussainville. Comparé avec une ville qui n'est pas du tout dans un immobilisme
dans lequel vous s'inquiétez. Donc, on va commencer par rattraper le retard de nos prédécesseurs. Comme vous le voyez, c'est ce qu'on fait, puisque la vie est très, très dynamique. Et ensuite, évidemment, on pourra se pencher sur ces questions. Merci beaucoup, Madame Fontaine. Donc là, vous dites assez clairement que les agents attendront. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce qu'elle dit. C'est quoi on parle, je vous dis, c'est pas le problème. Je vous dis que c'est l'esprit de conditions de travail. On ne parle pas de projet politique. Là, c'est des questions de conditions de travail. Non, c'est pas des conditions. C'est pas des conditions. Non, pourquoi alors les d'autres communes soient allés jusqu'à 20 € au niveau de la prévoyance? C'est un engagement fort auprès des agents. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous êtes allé comparer les deux CELIA? Le plafond des deux CELIA. Vous voyez, c'est ça le. C'est pas alors non mais c'est pas ça. C'est pas à l'heure du jour, peut-être, mais ça aurait pu vous éclairer sur peut-être la raison pour laquelle nous sommes restés à 7 et pas avant. Si le plafond du CIA, entendre et écouter, ce sont deux choses différentes. Si pendant que je vous parle, vous préparez déjà votre réponse, vous n'écoutez pas, vous entendez. Non, vous n'entendez pas. Très bien, allez-y, je vous écoute. Écoutez-moi. Allez, si vous voulez apporter des éléments comme cela en disant que la ville de Goussainville ne fait pas le nécessaire auprès de ses agents, je vous invite, si vous l'avez dit, vous avez fait le minimum syndical, donc on ne fait pas le nécessaire. Je vous invite à aller comparer tout, c'est-à-dire le CIA, les prix, les plafonds des prix. Allez comparer tout ça et on en discute. Vous n'avez pas parlé de la délibération de la façon sur le CIA, nous avons mis toutes les catégories au sommet, ce qui n'est pas le cas du DPE, ce qui n'est pas le cas de Gage, ce qui n'est pas le cas de l'agglomération. Et ça, là, ça vous ne l'avez pas. Ça, vous le relevez pas. Voilà. Donc, quand on veut préparer quelque chose, on peut voir ce qu'on appelle le reste, on paye intégralement aux agents à la fin. Peut-être que nous, on a fait un effort considérable sur le CIA, et peut-être que Villeneuve, elle a préféré faire un effort considérable là-dessus. Chose que je respecte, et je ne suis pas le maire de Villeneuve. Mais Villeneuve, peut-être, va dire, le maire de Goussainville a fait, ou la municipalité de Goussainville a fait un effort sur le CIA. Donc, quand on compare l'intégralité, ce qu'on appelle une paie, un revenu pour un ménage, pour une personne. Donc, je pense que là, vous avez un peu tronqué la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Monsieur le maire, moi, je suis bête et discipliné. C'est à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est un risque de prévoyance. Si je venais à parler du CIA, on m'aurait dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, vous voyez, monsieur le maire, moi, je suis bête et discipliné, mais je me contente de parler de ce qui est à l'ordre du jour. Il faut mettre en perspective, monsieur. C'est encore une fois, je ne sais même pas quel qualificatif employer, mais c'est vicieux ce que vous faites. C'est très vicieux parce que, voilà, c'est ça, c'est de la mauvaise foi. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui est important? Vous parlez de confort. D'accord? Je vous dis que certaines collectivités, municipalités, ont fait l'effort de plafonner certaines primes. D'autres en ont plafonné, d'autres. Chacun plafonne ce qu'il veut, on ne peut pas tout plafonner. Parce que sinon, on n'a pas les moyens de payer. Vais-je dire, moi, à mes agents, je vais tout vous plafonner, et à la fois, je suis en incapacité de payer. Vous savez très bien qu'une collectivité, c'est des recettes et des dépenses. Donc, il faut savoir jongler entre les recettes et les dépenses. Et bien, c'est ce que font toutes les villes. Et chacune essaie, tant bien que mal, et je vois un respect à toutes les municipalités qui gèrent comme cela, je sais combien c'est pas facile, de retomber. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités de France ont du mal à boucler leur budget, boucler le budget de fonctionnement. Ce qui n'est pas encore le cas de la ville de Goussainville, et ça, on peut s'en réjouir. Je vous propose de passer au vote. Les pour décision modificative numéro 8. Bonsoir à tous. Effectivement, sur cette DM, je vais essayer d'en faire une synthèse et de vous renvoyer au tableau, aux différents tableaux que vous avez, que je vais numéroter de 1 à 17. Alors, vous savez qu'un budget primitif, c'est une estimation des dépenses et recettes en fonctionnement, en investissement. Cette estimation est faite en début d'année et on arrive au mois de décembre, en fin d'année, à l'exécution de ce budget qu'on appelle l'atterrissage. Et c'est là qu'on mesure ce qui est indispensable, c'est-à-dire la sincérité de ces estimations. Dans quelques semaines, lors du débat d'orientation budgétaire, vous verrez que nos estimations et une précision remarquable.
notamment dans les dépenses de fonctionnement, sur les chapitres les plus importants, le chapitre 011 et le 012. Une estimation exacte ou une estimation, je dirais, prudente, avec une légère surestimation des dépenses ou une sous-estimation des recettes, est un gage de bonne santé des finances. Alors, cependant, dans l'exécution du budget, il peut arriver qu'au détour d'un chapitre, on peut avoir une dépense imprévue se situant hors des 7% autorisés pour le maire par la nouvelle comptabilité M57. C'est notre cas au chapitre 66. Ce chapitre 66, il contient les charges financières, c'est-à-dire les intérêts de la dette ou éventuellement les frais bancaires provenant de renégociation. Alors, je dirais que ce chapitre 66 a été cette année pour nous un chapitre à tiroir. Alors, dans le premier tiroir, c'est le premier tableau, on a une sous-estimation de 570 000 euros qui peut paraître importante, mais dans le tiroir du dessous, on a un remboursement du capital de la dette en section d'investissement qui, grâce à cette renégociation, nous fait économiser en une année près de 2 millions d'euros. Nous avions inscrit 6 millions d'euros au BP 2024, dont 5 500 000 en remboursement de la dette, puisqu'on a parlé tout à l'heure du Citeo, ce qui doit figurer comme si c'était un an. En fait, on n'a utilisé que 3,6 millions comme remboursement du capital. Donc cet investissement de 570 000 années, sur une année, nous fera faire sur 6 années consécutives plus de 11 millions d'économies. On peut dire que cette DM au chapitre 66 est vraiment bien vu. Le deuxième tableau vous indique donc une partie du financement de cette décision modificative par une utilisation modeste de nos économies de 147 916 euros. Les 3 tableaux suivants sont la résultante de notre prudence en matière d'estimation de recettes fiscales. Nous avons légèrement sous-estimé ces recettes, et c'est une bonne chose, puisque on bénéficie d'une recette supplémentaire sur le foncier de 29 200 euros, sur la DSU et la dotation de fonctionnement de 380 500 euros, de 12 000 euros sur le mécénat Boussainville-Plage. Le bilan de ces recettes un petit peu inattendues, dû à notre prudence, figure dans le tableau numéro 7. Le total des dépenses cumulées de fonctionnement passe donc de 57 488 370 à 57 911 282. Le tableau numéro 8 est une modification sur la section d'investissement de 389 000 euros sur un budget de 13 millions. Vous admettrez là aussi que notre estimation était extrêmement précise. Les derniers tableaux, les tableaux de 9 à 17, sont pour l'essentiel ce qu'on appelle des opérations patrimoniales, c'est-à-dire que ce sont simplement des jeux d'écriture comptable sans encaissement ni décaissement. Il est donc demandé aux membres du Conseil d'adopter cette décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2024. Y a-t-il des questions? Sur Ego, j'ai une question vraiment simple. Est-ce que l'encours de la dette de la commune a diminué? Évidemment.
Alors, il ne faut pas confondre la somme totale et l'encours. Alors, la dette totale, quand on est arrivé, se situait aux alentours de 5, je sais pas, sous le contrôle de M. le maire, de 56 millions. On en est aujourd'hui à 46 millions, et c'est normal, puisqu'on a fait l'effort à chaque nouvel emprunt d'emprunter des sommes inférieures au capital dû sur la section d'investissement. Donc mathématiquement, la dette diminue. Elle n'est plus aujourd'hui, elle était en 2020 de 56 millions, elle n'est plus aujourd'hui que de 46 millions. Et alors donc, on a diminué la dette, et en même temps, on diminue les remboursements annuels sur le capital. C'est-à-dire qu'on retrouve une liberté d'utilisation de notre autofinancement que l'on perd quand les économies ne servent qu'à payer les banques. Là, on décide, on a une partie bien sûr de remboursement de capital, mais on a une grosse partie dont on peut décider de la destination et de l'utilisation dans notre pays. Monsieur Rico, je crois que c'est 49 millions, c'est pas 46 millions. C'est 46. C'est 46? Oui. 46 plus 2, ça fait 48. Oui. Voilà, parce qu'on a, c'est ce qui est écrit. Après, on a échangé là-dessus la dernière fois, c'était sur une décision sur les décisions de renégociation des emprunts. Tout à fait. Donc là, en réalité, on a juste lissé les emprunts de la commune. C'est-à-dire que la dette de la commune, on l'a lissé sur le temps. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va juste payer moins cher chaque fin de mois, mais malgré tout, on finira par payer. Ce qui est dû. Finalement, les générations futures, elles continueront à payer cette dette. C'est-à-dire qu'on a juste réduit notre capacité, on a juste réduit avec des remboursements importants. Voilà, on a juste réduit là. C'est pas une opération extraordinaire. On a juste renégocié et on a juste lissé la dette. Donc, évidemment, ce qui est indéniable, et ça vous le dites, et je le reconnais, c'est que la dette a diminué en comparaison à 2020, c'est-à-dire que l'encours de la dette a diminué, mais la dette, quoi qu'il arrive, on la remboursera. Donc, moi je vous dis, le fait de réduire la mensualité, c'est très bien, ça permet de financer des projets là à l'instant T, mais quoi qu'il arrive, les générations futures, elles devront payer cette dette-là. Et ça, c'est ce que vous ne dites pas, M. Rico. Mais, alors, c'est une alors, je vais essayer de arriver, c'est comment ça veut dire. Est-ce qu'il faut pas dû, hein? Est-ce qu'il faut, voilà, je n'ai pas du tout compris ce que vous avez dit. À quel moment? En tout cas, M. Rico a compris. Très bien. On a le lissage de la dette, on a lissé la dette sur le temps. C'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup. On a eu deux actions. La première, c'est de la faire diminuer en tant que masse, et ensuite de la faire diminuer en tant que remboursement. On a agi sur les deux tableaux. Aujourd'hui, alors, non, mais c'est pour ça que je vous dis, ce que vous avez dit n'a pas de sens. C'est-à-dire que en finance publique, ce que vous avez dit, ça n'a aucun sens. À quel moment quelqu'un a dit qu'une dette ne se remboursait pas? Personne. Qu'elle soit une dette privée, qu'elle soit une dette professionnelle, ou laissez-moi finir. Je vous ai dit, donc, ce qu'il faut que vous entendiez, en 2020, quand nous sommes arrivés, la dette était à hauteur de 56. Avec tous les investissements qui sont effectués en 4 ans, le niveau d'investissement que vous voyez là, avec la ville qui bouge, ça peut-être vous qui ne le voyez pas, mais en tout cas les Boussingois le voient, y compris, je le répète ici avec beaucoup de fierté, et même les institutions le voient, parce que la ville de Boussingois est une des villes les plus dynamiques aujourd'hui du Val d'Oise. Donc les projets sont engagés, c'est des projets d'envergure, et malgré ça, la logique veut qu'avec autant d'investissements et autant de dynamisme, la dette augmente. Elle ne diminue pas. L'investissement est bon s'il y a une transformation. L'investissement devient mauvais si la vie est... Moi, je vous invite à revoir le bilan le budget 2019 de mon prédécesseur, où il y a eu un emprunt de 7 millions d'euros pour rien faire avec. Il n'était pas lissé, celui-là. Voilà. Remboursement 7 millions d'euros, entier. il était purement électoraliste. Ce n'est pas notre cas de figure. Nous, chaque année, on a remboursé 5 millions de capital et on n'a emprunté que 2 millions.
et on les a utilisés à bon escient. C'est comme ça qu'on voit les choses. Une ville a besoin de se transformer. Une ville a besoin de vivre dans son temps. Une ville a besoin d'évoluer. Tout ce qui y a autour a bougé, vous savez, est resté figé. Et nous sommes en train de faire bouger Goussainville, que ce soit sur la gare, que ce soit sur la décongestion, les sorties de ville, que ce soit sur le projet centre-ville, que ce soit sur beaucoup de projets. Donc aujourd'hui, je le dis, à aucun moment, y compris, donc c'est ça que je vous dis, nous faisons quand même une prouesse. À un moment, dans mon programme municipal de 2020, vous avez vu diminution de la dette. Parce que je suis lucide. Et je savais que ça allait être difficile si on voulait faire évoluer la ville. Mais malgré ça, nous avons quand même réussi à faire évoluer. Et je vais finir par quelque chose. Toutes les entreprises, surtout en ce moment, renégocient leur dette parce que c'est très compliqué aujourd'hui de faire face à la conjoncture actuelle. Donc les entreprises, au lieu de chuter, elles renégocient leur dette pour se donner des marges de manœuvre. Les collectivités, c'est exactement la même chose. La renégociation de la dette me permet pendant 6 ans, et c'est là qu'il y a la transformation de Goussainville, puisque notre projet s'inscrit jusqu'en 2031-2032, entre la gare, le centre-ville, Agora-Nîmes, le Bois du Seigneur, les sorties de ville et j'en passe, entre 2024 et 2032. Donc c'est maintenant qu'on a besoin de tout. Après, si la charge de la dette est lourde, c'est-à-dire les intérêts, c'est pas grave, puisqu'on laissera plus d'argent sur le fonctionnement que sur l'investissement, parce que l'investissement sera terminé. C'est comme quand on dit à une famille, à un ménage, attention, on va se serrer la ceinture parce qu'on veut acheter une maison. On va faire un emprunt, on se serre un peu la ceinture. Une fois que la maison est payée, on desserre la ceinture. C'est exactement le même schéma. Donc, non, bien sûr, et personne ne dit. En gros, vous enfoncez une porte ouverte quand vous dites. Mais les générations futures de la France rembourseront la dette de 3 000 milliards qui pèse aujourd'hui sur la France et sur toutes les villes. Vous, c'est pas la seule. Aujourd'hui, normalement, vous auriez dû dire, si vous étiez de bonne foi, monsieur le maire, bravo. Vous avez effectivement désendetté la ville depuis votre arrivée. On est passé de 56 à 48 avec tout ce qui est fait. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, nous permettons aujourd'hui à la population goussainvilloise demain de rembourser moins que ce qu'elle aurait dû rembourser si, je pense, mon prédécesseur était resté en place. Et là, il aurait investi, on ne sait pas comment, et l'encours de la dette aurait explosé. C'est ça qui est intéressant de dire. Et c'est là où je vous dis que je pense que la négociation de la dette, il la fallait, et les investissements, et le projet clair et bien défini. Le plus important pour une municipalité, c'est d'avoir une vision sur l'avenir. Nous sommes une ville nous avons une vision. On sait quand le projet gare terminera. Nous avons un rétro-planning. Quand le centre-ville, quand tout, nous avons des rétro-plannings pour chaque projet. C'est ça, je pense qu'on peut saluer le travail de la municipalité, comme les services municipaux. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise? Merci pour cet éclaircissement et merci aussi à M. Rico. Je reprends ce que je disais. J'ai simplement dit, et je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on a échangé, M. Rico, lors du dernier conseil sur les décisions du maire sur la renégociation de différents emprunts. J'ai dit globalement, ça pouvait être une bonne chose. Aujourd'hui, je suis d'accord, on a beaucoup de collectivités qui vont vers cette stratégie-là. Et on a énormément d'observateurs économiques qui encouragent les collectivités à aller vers la renégociation des emprunts. Ça, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que c'était plutôt une bonne chose. Voilà. Et le live en témoigne. Maintenant, ce que je dis, c'est ça ce que j'ai dit, et après, peut-être certains d'entre vous l'ont mal pris, peut-être que vous, M. Rigaud, l'avez mal pris. Je dis qu'on paye moins maintenant, mais on paiera plus tard. Quoi qu'il arrive, on paiera. Enfin, c'est juste ça ce que j'ai dit. Ouais. Peut-être que pour vous, on enfonce une porte ouverte, et je peux l'entendre, mais juste que, quoi qu'il arrive, on finira par payer. Et, vous l'avez dit, et à juste titre, et je salue, parce que, évidemment, les intérêts, vu qu'on lisse la dette, vont forcément augmenter également. Donc ça veut dire qu'on a payé des pénalités, et on paiera les intérêts aussi, beaucoup plus importants, plus tard. Et ça, il faut pouvoir le dire. Moi, c'est juste ça ma remarque. Après, c'est une stratégie financière, je l'entends, c'est la vôtre, c'est celle de M. Rico des services et la vôtre, M. le maire. J'entends, mais c'est juste que je souhaitais mettre un dividende. On paye moins maintenant, mais on finira par payer plus tard, et certainement avec des taux d'intérêt beaucoup plus importants. Non, les taux d'intérêt sont fixes. Les taux d'intérêt sont fixes. Les intérêts sont fixes. Les intérêts sont fixes, ce n'est pas les intérêts variables. Les intérêts sont fixes. Oui. Moi, je tenais vraiment à soulever pour le coup de travail de Pierre-Paul, bien sûr, effectivement, avec les services. La dette, en soi, c'est grave, c'est pas grave. On travaille avec les gens qui travaillent avec la dette. C'est absolument pas grave. On fait des projets comme ça.
Simplement, juste un point historique très important, c'est qu'aujourd'hui, l'activité culturelle de la ville, c'est sans commune mesure avec ce qui a été fait. Pourtant, ça a coûté quoi au niveau de la ville? Quasiment rien. Pourquoi? Parce qu'on paye le reste à charge. Et du coup, effectivement, au niveau du financement de la ville, c'est un peu contraire. Pourquoi? Parce que le travail là qui est fait sur tous les projets culturels, aménagements et autres, c'était éducatif, c'est qu'il y a un certain nombre de subventions qu'on obtient. J'ai n'importe quoi, un exemple. Si on a 100 000 euros d'un projet et on obtient 80 000 euros de subvention, c'est le taux que nous avons quasiment aujourd'hui, de 80% de ce taux de subvention. Ben, nous, on ne paye que le reste à charge. Et ce reste à charge, en fait, il n'est pas si énorme. Et on peut travailler avec lui. Avec ça, et effectivement, c'est quelque chose qui peut se glisser, travailler sur l'année. Donc c'est ça qui est positif. On a réussi. Alors je parle d'un point de vue culturel. Je laisse tomber l'aspect urbanisme, aménagement. Mais vraiment culturel, parce que c'est ça qui a marqué la vie, mine de rien. On parle de l'Europe, mais culturellement, ça apporte des choses. C'est éducatif, c'est quelque chose d'énorme. Vous savez, on n'en parle pas assez, on évoque, mais bon, c'est énorme dans les écoles, qui est maintenant une école avec le nombre et autres. C'est quelque chose de formidable. C'est ça qui est positif. Et tout ça, ça coûtait combien à la ville au final? Ça n'a pas passé dans tout ça. Et finalement, on a pu progresser sur des projets comme ça qui sont très importants. Et c'est ça qui est positif. Sans augmenter la dette et la lycée. Et là, je salue ce travail au niveau financier. Bravo. Oui. Un point sur le chapitre 75, bon, c'est vraiment un peu collé parce que c'est pas forcément commun, mais c'est la question du mécénat. Donc ça veut dire que là, on a 12 000 euros de mécénat. On nous explique que c'est sur des projets, ça fait écho avec ce que dit Monsieur Silla, donc c'est sur des projets d'animation de la commune. Donc on a 12 000 euros qui ont été cherchés, par la commune auprès de partenaires privés, notamment des entreprises, des territoires, etc. Bon, un point extrêmement simple, c'est-à-dire que ces entreprises, initialement, quand on échange avec elles, elles avaient plutôt tendance à subventionner des associations. C'est-à-dire qu'elles avaient recours à du mécénat, du sponsoring, comme on dit, à des associations sportives, culturelles, etc. Et aujourd'hui, moi, le constat que je fais en échangeant avec des associations, avec certaines entreprises, c'est que certaines d'entre elles disent, nous, on a fait un choix, c'est que finalement, vu qu'on a été sollicité par la commune, on a décidé de donner à la commune, et que donc finalement, on ne va pas forcément pouvoir continuer à assurer et assumer le mécénat et le sponsoring avec des associations sportives et des associations culturelles. Et donc c'est un constat que je fais là, et qui est regrettable, notamment pour les associations, parce que c'est un manque à gagner pour elles. Et finalement, je pense que sur des projets communaux, je pense que la commune, voilà, elle peut déjà sur fonds propres assurer ces projets-là et solliciter d'autres partenaires, qui sont des partenaires publics, pour financer ces projets-là et laisser des partenaires privés du territoire, peut-être à des associations. Voilà, moi c'était une remarque que j'ai, mais c'est 12 000 euros, c'est pas forcément énorme, mais pour des associations, 12 000 euros, c'est une somme importante. Pour faire vivre certains projets, c'est non négligeable. Alors, non, mais je vais essayer de vous répondre très clairement. Au même titre que les associations font des demandes de subventions qui sont accordées par la municipalité. D'accord? Sur la base d'un fonctionnement qu'elles déposent. Donc, normalement, les associations ont ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner durant toute une année. J'invite toute association à venir me voir, je défie même toute association à venir me voir, et à m'expliquer que lorsqu'elles ont déposé une subvention de fonctionnement, elles n'ont pas réussi à clôturer l'année. Les associations, nous les accompagnons du mieux que nous pouvons. Je le dis toujours, les projets que les associations mènent, elles doivent réfléchir au bureau pour voir est-ce que le projet est faisable ou pas. Et ça, c'est un discours que je tiens toujours aux associations. Avant de lancer le projet, assurez-vous qu'il est viable financièrement, qu'il est viable sportivement ou culturellement et autres. Il n'y a aucune obligation pour une entreprise qui donne de l'argent une année de reconduire cette dotation l'année qui suit. Ce n'est pas une subvention, c'est une dotation d'une association. Voilà, c'est du mécénat. Ce n'est pas une subvention. Une subvention, c'est ce que donne la municipalité. Voilà. Si une association a un projet bien particulier, nos services reçoivent l'association, écoutent le projet et subventionnent, comme elle le peut, ce projet. Mais à aucun moment nous ne pouvons
imposer aux entreprises de financer ou pas. La collectivité est comme les associations. Je pense qu'il y a assez d'entreprises, 12 000 euros sur le nombre d'entreprises qu'il y a. Je ne pense pas que nous avons non plus 1 200 000 euros de dotation, 12 000 euros de mécénat. Non, mais 12 000 euros, c'est très peu. Vous allez me dire que les entreprises de celui-là ne peuvent donner que 12 000 euros. Je ne comprends pas. Donc, je pense que ça, c'est clairement quelque chose qui est. Comment vous le dire? La ville de Boussami va aussi chercher du mécénat, c'est aussi son travail. Le pôle développement économique travaille avec les entreprises. Nous avons la preuve, nous avons mis une aide des bailleurs sociaux, finance. Là, ce qu'a fait l'empreinte, ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'empreinte. On en parle sur la tête. Voilà, on va y arriver, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune obligation des entreprises de donner. Une entreprise veut donner une année, ne veut pas donner une autre année. L'entreprise est libre. Nous, en tout cas, la ville de Boussami, donnons aux associations en fonction des dossiers qu'elles déposent. Et nous sommes généreux là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà ce que je tenais à dire là-dessus. Merci. Bon, moi, j'entends votre réponse, monsieur le maire, mais ce que je vous dis, c'est juste un constat que je fais. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des partenaires privés, des entreprises de territoire, qui disent à des associations qu'elles font finalement le choix. Parce qu'elles donnent le montant que la ville leur donne. À qui? À ces entreprises. C'est-à-dire Parce qu'elles disent à ces entreprises que la ville, quand même, nous donne tant de milliers d'euros. Donc, la ville subventionne les entreprises, c'est ce que vous dites? L'association. Non. Est-ce que lorsque l'entreprise dit à l'association, nous avons besoin de temps, les associations doivent aussi porter leurs responsabilités, apporter des projets clairs, venir en discuter avec la municipalité. Qu'est-ce que je veux dire? Mais ça, c'était un engagement aussi, monsieur le maire. Je pense que c'est quoi? Ce que veut dire monsieur Chamaki. Mais ça va de soi. J'y arrive. Ça va de soi aussi que la commune de Goussainville, et c'est ce qui a été fait, je pense que normalement ça donne cette ligne-là, c'est aussi de diriger les associations vers d'autres financeurs possibles. On l'a fait. On est d'accord là-dessus. Et les entreprises, on l'a fait. Oui, les entreprises du territoire, je termine. Les entreprises du territoire sont des financeurs possibles, même si c'est sur du sponsoring et aussi maudite sur la somme, ça reste monsieur, moi, un bien pour les associations. Je dis que les entreprises continuent de financer les associations. Donc, peut-être d'une année à une autre, les associations changent. Ça, c'est normal. Enfin, pourquoi elles devraient être chaque année à la même association? Vous êtes d'accord avec ça? J'espère. Bah, moi, je vous dis le constat que j'ai fait. Non, mais répondez à ma question. Non, moi, je vous dis. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'une entreprise ne doit pas donner chaque année à la même association? Elle est libre de faire ce qu'elle souhaite. Voilà. Non, mais c'est la libre entreprise. Non, mais ce que vous dites que les gens disent que la municipalité est partie chercher. Je vous pose une question. Ça, c'est un fait, on est d'accord. Est-ce que nous avons le droit d'orienter ces entreprises et leur dire, écoutez, cette année, vous avez donné à tel? Non, vous n'avez pas les orienter. Elles sont libres là-dessus. Attendez. Donc, si elles ont donné à une autre. Justement, la problématique, c'est qu'elles ont donné à une autre. Quand on parle avec les entreprises du territoire, et voilà, vous savez pas avec qui nous soutenez. Non, mais pourquoi vous voulez que je vous donne des noms? Parce que tout à l'heure, vous avancez des choses qui, à mon avis, sont fausses. D'accord, elles sont fausses, très bien. En tout cas, oui, ça. Parlons, vous voulez un exemple concret, monsieur le maire? Parlons par exemple du Galabox. C'est tenu, qui a été un succès, on est d'accord là-dessus. Le Galabox, par exemple, les entreprises, elles n'ont pas été sollicitées pour financer? Bien sûr. Très bien. Beaucoup d'entreprises ont dit, nous, on a financé le Galabox. Maintenant, voilà, franchement, voilà, ils disent, les associations, on avait peut-être pour habitude de les subventionner, pas les subventionner, c'est la commune subventionne, donc de faire du mécénat. Ils ont dit là, on a donné. Le Galabox, ça a été porté par une association. Comment? Oui, c'est porté par une association. Donc, ils ont financé une association. Qui était le principal financeur du Galabox? C'est qui? Je vous écoute. Allez-y. C'est vous qui avez porté le Galabox avec la. Jamais. C'est l'association qui a porté le Galabox. Non, j'ai pas dit que c'est. Nous ne sommes pas les principaux. Vous venez de dire que c'est l'association qui a porté le Galabox. Voilà. Bon, très bien. Il y a eu différents financeurs. La commune a financé. Des partenaires privés ont financé. Très bien. Ces partenaires privés nous ont dressé un constat clair, c'est qu'elles ont donné à la commune, et là, elles parlent de mécénat, elles parlent de mécénat également, elles ont dressé à la commune là, et elles disent, comme vous dites, elles nous sont dressées, vous êtes qui? Vous parlez de nom qu'elles sont. Je parle de mon nom. Quand elles nous ont dressées, mais non, là, vous me dites que c'est des assauts. Mais non, personne, elles n'ont pas dressé. Regarde, monsieur, on va passer. Vous savez qu'à je pense que M. Bougalet va en parler parce qu'il a initié aussi le Galabox. Je vous le dis très clairement, vous êtes. Donc, non, c'est ça encore une fois. Dichotomie entre ce que vous dites
mais entre ce que vous dites et ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, dans votre cerveau, c'est pas clair. Donc, vous actez bien que les entreprises ont financé une association qui a fait un gala de boxe. Pas de problème, Ils ont financé un événement. Non, ils ont financé. Monsieur le maire, ils ont financé un événement. Mais ça, c'est vos propos, pas de problème. Mais heureusement que les financeurs sont des événements, monsieur. Comment? Heureusement. Mais ça, c'est très bien. Ça porte quelque chose. Ça a été une réussite totale. Très Il y a bien. eu plus de 2000 personnes. Très bien. Des personnes qui ont passé un moment, qui aiment la boxe. J'ai fait 3 galas de boxe ces derniers temps dans des villes autour. Et encore avant-hier, j'étais au Gala d'Anguin, porté effectivement par une association, aidé et subventionné par la municipalité. Vous allez à Levallois-Perret, c'est monnaie courante. Mais ça, c'est normal. Monsieur, je vous le redis encore une fois, les entreprises sont libres de donner à qui elles veulent. Point. Monsieur le maire, je rajouterais un petit point sur ce gala de boxe, c'est que même nous, les élus, nous avons réservé des places et nous les avons payés à l'association et pas à la commune. Et on était nombreux, les élus. Je pense que vous étiez où, c'est un C'est très bien. Très bien, on passe au vote s'il n'y a plus d'autres. Avant le vote du budget 2025, certains établissements publics et associations ayant des charges de personnel ont évidemment besoin de trésorerie. Il est possible de verser des fonds en vertu d'une délibération express. Alors, il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le versement d'un quart des subventions de fonctionnement aux associations en prenant en référence la subvention de l'année 2024. Les associations concernées sont celles qui ont perçu une subvention supérieure à 23 000 €. Alors, vous avez la liste, il y a donc le CCAS, APROS, le COS, Empreinte, le foot, le hand, le tennis et l'association Eureka. Y a-t-il des questions? Il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. On peut passer le vote des cours. Point numéro 21, signature convention d'établissement de la taxe d'abattement sur la taxe foncière sur la propriété bâtie, la TFPB. Ouais. Pareil. Donc, on parle aujourd'hui d'une ramification d'une convention qui a un fort lien avec le nouveau contrat de ville que l'on a signé dernièrement et qu'on a passé au conseil municipal. Donc, cette convention, elle concerne 5 bailleurs de la ville. Il y a 2 nouveaux bailleurs qui intègrent cette exonération de taxes foncières pour les bailleurs avec la nouvelle cartographie de la politique de la ville qui nous a permis d'intégrer notamment les bailleurs bâtilières et érigères sur la rue de Musois, aussi le patrimoine social qui est en face du lycée, et bien entendu avec les grands bailleurs de la ville qui sont Mini, CDC Habitat, Séquence et Valoise Habitat. Donc cette convention, cette exonération de taxes foncières pour les bailleurs va permettre en tout cas à ces bailleurs sur leur patrimoine qui concerne un peu moins de 3000 logements et pas loin de grande partie de ces 11 000 habitants qui composent 2 quartiers de politique de la ville, d'avoir des actions concrètes sur l'amélioration du cadre de vie et de la vie quotidien de ces habitants. Donc on a souhaité, dès notre arrivée, d'avoir une clarté sur les orientations et les objectifs que l'on se donne avec ces partenaires, notamment les bailleurs, avec 3 axes principaux qui sont la propreté, la sécurité et la résidentialisation. Donc on peut notamment citer sur la propreté des actions de sensibilisation, mais aussi des actions de collecte supplémentaires qui permettent un patrimoine privé des bailleurs qui est plus propre et qui est en adéquation avec la propreté accrue qu'on trouve aussi sur le patrimoine public géré par nos agents. On a aussi un enjeu fort sur la sécurité avec notamment la sécurisation des parkings et aussi la mise en place de caméras et le rattachement de ces caméras au CSU. Mon collègue Christophe Léman en a parlé dans le conseil municipal. Et aussi la résidentialisation qui est un 3e axe qui a été donné en orientation aux bailleurs, notamment sur le surentretien et l'aménagement de ces patrimoines privés des bailleurs. Également en lien avec cette exonération de taxes foncières pour les bailleurs, c'est des projets sur du moyen long terme. En tout cas, il y a des nouvelles actions qui permettent de vraiment changer ces quartiers que l'on a pu mener avec ces bailleurs, notamment, je pense, au maillage des lieux publics sur ces quartiers, notamment la famille, la maison de Jade,
le local des médiateurs et d'autres. Tous ces locaux-là sont des locaux de bailleurs et dans l'exonération de taxes foncières pour les bailleurs, de taxes foncières pour le bâti pour les bailleurs, pardon, nous permet d'avoir du coup ces lieux qui sont ouverts au public et qui sont ouverts aussi aux associations qui sont portées par la ville en partenariat avec les associations sur ce territoire. Également, ces actions de solidarité urbaine, hein, on a parlé, donc, soit des dotations directes aux associations, soit des fonds solidaires avec le Avenir, et également aussi des actions de concertation pour changer sur le long cours ces quartiers-là, et notamment je pense aux actions qui ont pu être menées par la ville sur la rue Macomix avec les stationnements, et de la même manière on est en train de travailler sur d'autres actions et en concertation avec les habitants sur le carré de Saint-Exupéry, sur la rue Montgolfier, sur la rue Sion-Lyon. Donc, que dit cette convention qui est déjà signée par le préfet, donc une des premières conventions signées sur le département par M. le préfet. Donc, une première chose, c'est la méthodologie qui est importante. Donc, toujours mettre cette méthodologie d'approche pour avoir des actions concrètes et pour dépenser au mieux ce budget sur lequel je reviendrai. Donc, c'est un diagnostic en marchant qui se veut le plus inclusif possible, avec les représentants, bien entendu, des habitants, avec les bailleurs, avec les représentants de la collectivité, mais aussi de l'État. Elle engage également sur la responsabilité de chacun sur les actions à apporter vis-à-vis de ce budget et qui nous rend redevable, bien entendu, avec les bailleurs, avec l'État et aussi avec la police d'agglomération. Elle place aussi un cadre, donc ce cadre tel que je vous l'ai expliqué avec les trois axes qui ont été donnés en grande ligne. Elle définit aussi les modalités, donc les comités de pilotage, les comités techniques, des bilans, des concertations qui sont menées tout au long de cette convention, et également la répartition des axes sur lesquels porte cette convention, avec notamment une part forte, comme vous pouvez lire sur la convention, sur les aspects de la sécurité résidentielle qui ont été souhaités par l'État et qui nous va très bien, parce que c'est déjà un axe que nous avions déjà amené dès notre arrivée. Et également, donc ce cadre-là nous permet, en tout cas, je tiens à saluer également le travail mené par le service en lien avec les bailleurs. Ça nous permet, en tout cas, cette convention, d'avoir un lien fort avec les bailleurs et de pouvoir les rencontrer régulièrement. Je pense que c'est la même qualité, c'est peut-être l'axe le plus important, en tout cas, que je vois sur ce lien-là avec les bailleurs. Donc, ça nous permet d'avoir une complémentarité sur la dynamique que l'on a sur l'espace public, sur l'espace privé des bailleurs. Donc, c'est un travail sur long cours, en partenariat, doté d'un budget. Donc, c'est ce sur quoi pense cette exonération. Donc, le budget est proche du million d'euros, avec une compensation qui est donnée par l'État, hein, c'est ça aussi qui est important. Donc nous on exonère, on se prive de ces 950 et quelques mille euros, mais l'État vient compenser du coup aux collectivités ce manque à gagner, et qui permet aussi d'avoir des investissements qui ont un vrai impact sur les habitants au quotidien. Donc à moins que vous ayez des questions, on y reviendra, je vous demanderai donc d'approuver cette convention et de permettre tout simplement de la signer. Il y a des questions sur la exonération PFE. Allez, allez. L'État récompense intégralement ce mécanisme. Oui, là-dessus, c'est un terme de 100%. Je n'ai pas l'article de loi dans la convention en effet. On pourra donner aussi sur quelle ligne budgétaire on pourra travailler avec Pierre. Mais oui, c'est une compensation à 100% de ce mécanisme. Okay. Moi, j'ai une question, bon, vous l'avez bien décliné et présenté, c'est effectivement pas loin d'1 million d'euros que la commune exonère aux bailleurs sociaux, aux différents bailleurs de la commune. Ma question, c'est concernant la gouvernance, c'est-à-dire l'usage qui va être fait par les bailleurs de ces pas loin d'1 million d'euros, c'est 900 000 euros. Est-ce que, si on prend par exemple le cas des grandes bornes, est-ce que le conseil de voisinage des grandes bornes est associé à cela? Est-ce que le conseil citoyen est associé à cela? Est-ce qu'ils ont quelque part, un regard sur finalement l'usage qui est fait de cette exonération? Très bien. Donc la convention, hein, les signataires sont clairs. Hein, la convention, ce sont les bailleurs, c'est la ville, c'est l'aglo, c'est eux qui ont la responsabilité et les engagements sur cette convention-là. Par contre, il y a bien un nommément écrit que les représentants des associations des locataires, que aussi les représentants du conseil citoyen étaient bien notés. C'est vrai qu'il n'a pas été noté les conseils de voisinage parce que ça se voulait
les mérites par rapport aux autres communes, mais les conseils de voisinage, sans intégrer et sans inviter, on discute pour piloter, moi, le conseil de voisinage d'Ampère. On a pas mal de sujets qui tournent autour de cette exonération de taxe foncière pour les bailleurs, et c'est un sujet duquel on discute régulièrement avec eux. Est-ce qu'on pourrait nous faire une présentation dans l'avenir sur les différentes actions qui sont menées, pas que des actions forcément liées à de l'animation, ça on le voit et je peux le saluer, qu'il y a des actions qui sont menées avec le financement du bailleur au sein des quartiers. D'autres actions, on est sur de l'investissement. Moi j'aimerais savoir quels sont les autres investissements qui sont réalisés peut-être au-delà des actions un peu voilà, des actions d'animation. Qu'est-ce qu'on a comme investissement qui ont été réalisés dans le quartier, je ne sais pas, dans la gestion des déchets, dans la dératisation. Enfin, c'est des problématiques qui existent dans différents quartiers, notamment à toutes les grandes bandes où on a le plus gros bailleur social. Quelles sont les actions qui sont menées par les bailleurs via cette exonération de DFPB? Ouais, pas de souci, on pourra y revenir un moment, mais j'ai déjà cité des actions que je peux reciter. Hein. Il y a déjà, pour le nommer, ce nettoyage, en tout cas cette propreté du patrimoine bailleur, il était indispensable parce qu'on ne peut pas, nous, on peut pas rentrer un patrimoine bailleur, en tout cas, ce n'est pas les prérogatives de nos services techniques et de voirie, mais il était nécessaire pour que les habitants aient ce sentiment de propreté, qu'il y ait une action sur leur plus proche lieu d'habitation. Car ça, c'était quelque chose d'important. Et du coup, pour parler concrètement, c'est plus d'enlèvement de déchets. Ça a été aussi revoir les infrastructures, qui était un vrai sujet. Hein. C'est peut-être simpliste d'en parler comme ça, mais les manières d'enlèvement n'étaient juste pas adaptées pour bien dimensionnées pour capter les déchets des habitants. C'était quelque chose, c'était un travail qui a été de longue haleine avec le CIGURS, avec les bailleurs et avec les services de la ville, mais il y a eu une campagne de remplacement de ces bennes à ordures et qui est aussi un stigmate, un mauvais dimensionnement de la période en vue qui a vu ces bennes-là refaites. Donc là, ça a été un investissement assez conséquent. Ça peut être aussi sur Ampère, le patrimoine Ampère, donc, je ne sais pas si vous voyez les barrières des parkings, les barrières blanches et rouges, là, qui sont plus sécurisées parce que les portails étaient systématiquement forcés, c'était partie de ce qu'on appelle du surentretien et du surinvestissement. C'est aussi les caméras sur les patrimoines des bailleurs, et du coup, ils sont dotés de plus de caméras, ils ont aussi investi pour qu'elles soient raccordées à notre CSU. Donc ça aussi, c'est une action concrète qui, du coup, a demandé pas mal d'argent. Il y avait aussi, pendant les émeutes de l'été, un maître chien sur notamment les parkings Carré Syntex. Donc voilà, plusieurs actions comme ça, qui sont des actions d'investissement court et moyen terme, pour certaines. Il y a aussi, du coup, au-delà de l'animation, comme vous évoquiez, il y a aussi des actions sur tous les aspects, en tout cas, qui vont améliorer ces quartiers-là sur le moyen terme, donc avec les études que l'on lance, notamment sur Carré Saint-Exupéry, sur la rue du Nant, sur Montgolfier, pour avoir plus de stationnement, pour répondre aux besoins des habitants, notamment suite aux concertations qu'on a pu faire à l'école Jean Moulin avec ses habitants. Donc voilà, ces différentes actions, et je reviens sur la question précédente parce que je n'avais pas répondu, donc qui est garant de cet avancement-là? Donc, bien entendu, les habitants sont inclus et seront d'autant plus inclus avec cette nouvelle convention. Donc, on traduit le global nous amène à être encore plus en lien avec les habitants. Et l'État, en tout cas, le préfet aussi en direct, l'État avec la ville, avec également la communauté d'agglomération, en lien avec les bailleurs. On a déjà, et on aura encore des comités de pilotage, des comités techniques, et faire un travail vraiment du quotidien qui emmène avec eux. Je viens réagir et compléter ton propos, Jérôme Marwan. Je dois dire que je suis quand même assez étonnée, j'accuse pas, hein, je constate, comme vous, que vous puissiez poser cette question après avoir été dans notre équipe pendant 4 ans. Alors que le maire a dit maintes et maintes fois que ses priorités dans la taxe foncière foncier bâti, c'était la résidentialisation, la sécurité, la propreté. Maintes et maintes fois, vraiment. Et donc, c'est-à-dire que maintenant vous êtes dans l'opposition, voilà, vous découvrez des sujets, heureusement que vous êtes passé dans l'opposition pour vous mettre au travail, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que c'est fou parce que ça a été dit maintes et maintes fois. Les commissions de discussion, les dépôts sauvages, je les ai ouverts à tous les élus. J'ai proposé de venir, j'ai mail à l'appui. Je ne me souviens pas. Donc ces questions-là, évidemment qu'on les a travaillées. Par exemple, pour les déchets, je peux pas dire,
on a demandé à nos bailleurs de conventionner avec des pour ramasser aux abords des bornes, parce que les habitants jetaient leurs déchets, soit parce que la borne était pleine de défauts de collecte, par exemple, ou parce que, comme l'a dit Marwan, les équipements n'étaient pas adaptés à la population. C'est vrai que la population, voilà, c'est arrivé qui jette aux abords des bornes. Donc on a demandé aux bailleurs de conventionner avec des entreprises privées pour justement nettoyer les abords des bornes. On a demandé aussi, Gidurs, un passage supplémentaire sur l'habitat collectif. Enfin, toutes ces choses-là, on en avait parlé maintes et maintes fois. Je ne comprends pas que vous puissiez découvrir les sujets maintenant. Après, je vous dis, je n'ai pas besoin forcément que vous répondiez. C'est un constat. Donc, je ne crois pas que ça nécessite une réponse. On vous répond, voilà, on travaille sur ces questions. On y travaille depuis le début. Et c'est vrai que je suis stupéfaite de oublier ça maintenant. Je voudrais réagir au niveau de la sécurité. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est la préfecture. Hein. Nous sommes la première ville du Val d'Oise à conventionner avec les bailleurs à ce niveau-là pour le report des caméras. Au CSU. Du CSU. Ouais, ça aussi, il faut le souligner aussi, ça. Merci beaucoup pour vos réponses, mais voilà, mon interrogation, c'était tout simplement, sans l'exonération de TFPB, qu'est-ce qui n'aurait pas eu lieu? Voilà, c'était juste ça mon interrogation. J'ai eu mes différentes réponses. Et évidemment, on aura peut-être l'occasion de voir d'autres actions et d'autres investissements. Hein, parce que comme je dis, ce n'est pas que des actions d'animation, c'est aussi des investissements. Là, on a eu l'exemple des caméras et d'autres. Et merci pour vos réponses. L'exonération, peut-être, tu as remis, tu en as dit beaucoup, Marwan, je te remercie, mais l'exonération de TFPB a permis aussi l'implantation de la maison de la médiation, la maison de Jacques. Ah, tu l'as dit? Ah, désolé, ah, ça vient, je ne sais pas comment ça fait. Ok, là je reconnais le moutarde. Donc je notais, je vais passer au vote. Allez, on passe au vote. Merci beaucoup. Les cités éducatives, point numéro 22. Ouais, donc pour les cités éducatives, et je rebondis sur ce que disait mon collègue Abdel, on n'en parle pas assez, et tu as bien raison, et je vais encore en parler dans cette délibération. Merci, cher Abdel. Le dispositif de la cité éducative, c'est un dispositif nouveau, en tout cas nouveau, qui a été créé autour de 2018 et qui est un dispositif complémentaire du dispositif de l'État. C'est un dispositif qui est important et différent par rapport à ce qui existait aussi parce qu'il apporte des réponses à plusieurs sujets, en tout cas constat que je faisais moi-même sur la politique de la ville lorsque j'étais acteur associatif. C'est déjà il fallait une continuité sur tout le parcours de l'enfant de zéro, de sa naissance à ses 25 ans. Et ça, c'était important. Il y avait, à mon sens, aucun dispositif qui le permettait. Il fallait aussi un dispositif qui permette d'avoir une réflexion pour nos jeunes sur tous les temps de sa vie, de sa naissance à lorsqu'il arrive sur le marché du travail, donc autour de ses 20-25 ans, parfois même avant, mais aussi sur tous ces temps de la journée, que ce soit à l'école ou que ce soit au dehors de l'école. C'est aussi un dispositif qui apporte une vraie valeur ajoutée sur la gouvernance, qui est assez importante et que j'apprécie vraiment en termes d'approche, c'est que ça nous amène à discuter de manière très régulière avec des COPIC, des COTEC, avec les acteurs de l'État, avec les acteurs de l'éducation nationale et aussi des représentants de notre collectivité. Donc c'est un dispositif assez important que Goussainville a intégré déjà depuis 2021, donc on est sur notre 4e année de cité éducative et je m'en réjouis et il faut que cette cité éducative fasse encore plus, ait un impact encore plus important, donc c'est ce que j'espère, c'est sur quoi nous travaillons, mais nous avons déjà une cité éducative parmi les plus dynamiques du Val d'Oise et on s'en félicite. Donc Goussainville, la cité éducative, elle est d'autant plus importante que l'on a plus de 40% de nos populations qui sont sur la tranche d'âge de 0 à 25 ans, et c'est un peu d'ailleurs qui augmente dans les quartiers de la politique de la ville. Sur cette nouvelle mouture de la cité éducative, donc elle se veut dans la continuité, donc ce que l'on fait avec nos partenaires associatifs, avec les établissements scolaires, avec l'État, c'est de toujours systématiquement chercher à renouveler ce qui n'était pas adapté, hein, on n'a pas de problématique, et de remercier aussi les associations, parce qu'on n'hésite pas à se mettre en question collectivement, et de pouvoir renforcer ce qui a eu un impact positif pour nos jeunes Goussainvillois. Donc les qualifications en tout cas que nous apportons sur ces 3 nouvelles années, hein, c'est d'avoir un axe sur la parentalité. Donc on en a parlé à plusieurs reprises dans ce conseil municipal. La parentalité, c'est un peu vraiment
c'est le cœur de tout. On ne peut pas avoir une action positive avec nos jeunes sans avoir aussi une action positive avec les parents. Et c'est pour cela, donc, monsieur le maire de souligner, et c'est important d'en parler encore et encore, et cette maison de la famille et du droit qui a cette vocation de mettre autour d'une table ses parents, avec les associations, avec aussi les différentes permanences qui sont assurées par la municipalité. C'est aussi un lieu dans lequel on peut retrouver le climat de respect éducatif, qui fait ce lien avec aussi les acteurs éducatifs. Donc ça, c'est le premier axe, la parentalité. Le second axe, qui est non des moindres, c'est la lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi l'excellence scolaire. C'est important d'avoir une action sur ces deux volets, et dans ce cas-là, je peux nommer ce que font notamment l'Eureka, Musée des Cultures et d'autres associations, et notamment une ouverture vers la programmation avec une équipe propos, ou d'autres associations également qui sont nombreuses sur le sujet. C'est aussi la vie de l'enfant, et là on peut parler de sa citoyenneté, de son orientation également, donc avec encore une fois, avec l'avenir, également toutes les actions de citoyenneté qui sont portées par Nesrine, avec le passeport citoyen en effet. Et donc c'est un sujet assez important de comment renforcer le jeune dans sa citoyenneté, comment lui donner finalement les moyens d'être pleinement investi dans la vie de la ville, et pleinement investi dans son engagement citoyen tout au long de sa vie, que ce soit dans l'associatif, etc. aussi un engagement politique, pourquoi pas. Et c'est aussi il y a un quatrième axe du coup qui tourne autour du sport, santé, nutrition. Et là, il y a les actions autour du bien manger, les actions également portées par la Maison de l'aide, on en a parlé. Donc c'était l'éducatif aussi qui a permis d'amorcer ce projet. Et également pour le sport, et je m'en réjouis parce que dans les écoles que j'espère, ce qui revient souvent, c'est l'initiation à différents sports dans les écoles, au sein même de l'établissement scolaire, avec le tennis, le rugby. Et je tiens aussi à nommer le handball, avec qui on a pu faire une action en Allemagne avec les services de l'éducation et de la jeunesse. Donc, en somme, je ne saurais que trop vous conseiller d'approuver cette nouvelle mouture de la cité éducative, de pouvoir faire en sorte que l'on puisse tous ensemble la porter, la promouvoir, comme disait Abdel, et que l'on puisse faire en sorte que cette cité éducative, au fur et à mesure des années, on puisse la renforcer pour qu'elle ait un impact le plus important possible, pour que les enfants, en fait, qui sont aujourd'hui aidés par la cité éducative, puissent être ceux qui, j'espère, aideront les générations à venir demain. Donc voilà, du coup, à la fin de cette délibération, donc, suite à vos questions, je vous demanderai donc d'approuver le renouvellement de cette cité éducative et d'autoriser le maire à signer cette convention qui est déjà pré-signée par la plupart des délégués à l'égalité des chances. Vous avez des questions, vous dois appeler, allez-y. Moi, je me joins à ce que tu disais sur le travail qui est mené par les associations, par les établissements scolaires, par les collectivités, avec cette cité éducative. C'est des fonds assez importants qui sont engagés tant par le service de l'État que par la commune qui a décidé de se joindre pour tenter de résoudre les problématiques de notre jeunesse sur le territoire. Et je crois que c'est un engagement important que je salue, d'autant plus pour un territoire comme nous, en tout cas un territoire comme le nôtre qui est frappé par des fractures et des inégalités. Maintenant, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans, je crois que c'est le mois de mai 2021 qu'on a obtenu la cité éducative. On a été labellisé cité éducative. Ma question aujourd'hui, après plus de 3 années, quel bilan est-ce qu'on peut dresser de cette cité éducative? J'entends, évidemment, que c'est une cité éducative très active, avec énormément d'actions, ça je le reconnais et je le salue. Mais moi, mon interrogation aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui a été fait pour évaluer cette cité éducative, non pas simplement en termes d'action, mais en termes d'indicateurs, par exemple attester le fait qu'on a une réussite scolaire qui est de plus en plus présente à Goussainville, ou une réussite professionnelle. Est-ce qu'on a des indicateurs qui ont été produits là-dessus, qui nous montrent, au bout de 3 années, de 4 années, finalement, le défi a été relevé? Voilà mon interrogation. Ouais, très bien. Déjà, vous parliez des moyens, je vous remercie, j'en reviens. Donc c'est 1 350 000 € sur les 3 prochaines années par l'État, et c'était 1 350 000 € sur les 3 années précédentes. Et la ville met autour des 300 350 000 € chaque année, donc c'est plus ou moins 2 millions d'euros, un peu plus sur 3 ans. Donc là, on sera sur 6 ans, qui sont du coup des dispositifs qui n'ont pas, et je tiens à le souligner aussi, parce qu'on parlait des dotations d'associations, qui n'ont pas impacté à la baisse nos autres budgets, notre budget de fonctionnement, notre budget de la politique de la ville. Ça, c'est important aussi
à noter, donc c'est 4 millions en plus sur 6 ans, en plus pour les actions associatives, mais aussi les actions de municipalité. Donc ça, c'est assez important à noter. Maintenant, si on dresse un bilan, il est très positif. Hein. Un bilan, c'est qu'il y a des centaines de jeunes Goussainvillois qui ont pu être sensibilisés à l'art oratoire. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. La meilleure arme, c'est savoir s'exprimer, savoir exprimer aussi ces problématiques sur des arts oraires. Et ça, c'est vraiment un sujet des plus importants sur lequel j'ai même vraiment un point d'ordre. Le deuxième sujet aussi que je pourrais noter, c'est des centaines d'enfants également qui ont pu avoir des initiations au métier du digital, à la programmation, avec Rika, avec les titres auto, avec d'autres. Donc c'est aussi un sujet important et qui concourt aussi à la réputation avec ce que fait le Avenir, avec ce que fait le RECA avec l'orientation. Donc c'est aussi un sujet important, avec notamment aussi la semaine du numérique, bien entendu, qui sont finalement des actions vraiment portées par la cité éducative. La cité éducative, ce qu'elle a apporté aussi concrètement, c'est la maison de Jade. La première, comme je le disais, la première dotation, le premier budget, ça a été la cité éducative pour la maison de Jade. J'espère qu'on va encore pérenniser et renforcer ces moyens. En tout cas, la cité éducative a permis de se dire on a les moyens de se lancer dans un tel projet. C'est aussi la maison de la famille qui a été qui a une partie de ces dotations par le biais de la cité éducative. Donc c'est des actions assez concrètes. Maintenant, si on revient sur des indicateurs, on est accompagné par l'université de Cergy qui doit délivrer assez rapidement un bilan, hein, eux, ils auront cette vision sur l'impact social et l'impact vraiment en termes d'indicateurs, je pense. En tout cas, ce sera eux qui auront cette vocation-là. Mais il est compliqué, et je pense qu'il faut être humble aussi, cette fracture que vous évoquez, c'est des années et des années de retard, des années et des années de travail qu'il faudra mener et qu'on mènera en tout cas pour avoir des résultats qui, j'espère, seront des plus positifs, qui seront marqués par des indicateurs, combien même ce n'est pas forcément l'objectif premier, il faut voir l'action qui est apportée à chaque jeune sur Goussainville. Donc ça c'est un sujet important, en tout cas ma conviction, parce que je travaille sur un quotidien depuis un moment dans l'associatif en tant qu'élu, le premier résultat qu'on a, c'est de se dire déjà que ça a changé la vie de tel ou tel jeune. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, notamment, j'y pense aussi, la déclo des jeunes, qui par le budget de cité éducative a été aussi assez importante, avec un impact assez important. Maintenant, pour les indicateurs, je reviens, ce sera l'université de Cergy qui nous fera un bilan sur le sujet, qu'on partagera bien entendu, et qui, je l'espère, bien sûr, les années à suivre, en tout cas, et les mois à suivre, qui montreront qu'il y a eu un impact assez positif sur Bien, est-ce que vous pouvez me dire à quel horizon est-ce qu'on va avoir ce rapport de l'université de Cergy? Parce que moi j'entends, et je l'ai dit, les actions, évidemment, elles sont là. Les associations, les différents partenaires sont au rendez-vous. Et je crois que, de par mon expérience et ta profession, tu sais au combien c'est important les indicateurs de résultats, les indicateurs sur l'impact d'une action. Et quand tu nous dis que ce qui compte, c'est l'action, je suis d'accord que toute action est importante. Mais ce qui en découle pour nous, et lorsque la collectivité de finance ou les services de l'État finance, c'est surtout de voir qu'est-ce qu'il en est après, sur du court terme, moyen terme, mais sur du long terme. Donc, je ne sais pas à quel horizon se voir cette étude, mais je suis impatient de l'avoir pour voir les indicateurs de réussite de cette cité éducative à Goussainville. Moi, tu me permets de donner un exemple très concret. Et c'est justement, il y a eu au début de la cité éducative un gros effort financier pour faire un voyage au Portugal avec les conseils municipaux des jeunes et des enfants. Donc j'étais avec eux et j'ai vu la transformation de ces jeunes. Là, l'impact, il était visible physiquement. Vous avez ici des témoins, parce que M. Boisizi et M. Charity, ils étaient avec moi. Les jeunes, ce n'était pas les mêmes au début du voyage et à la fin du voyage. Eux-mêmes m'ont dit, ça nous a transformés, ça nous a fait du bien, on a envie de recommencer, on est plus ouvert. C'est vraiment leur mot que j'ai entendu. Même moi, je les ai vus, ils ont changé. Et ce genre d'action, c'est positif. Alors, bien sûr, on ne peut pas avoir une évaluation quantitative, mais qualitative. Merci. C'est un super exemple. Et tu prends ensuite 4J. Ça, les chiffres ne le montreront pas. Les quelques centaines de jeunes de la maison de Jade, les chiffres ne le montreront pas. C'est-à-dire que, par exemple, la ville, sur Goussainville, le taux de réussite au bac est bien meilleur parce qu'il y a eu l'action de la maison de Jade. En tout cas, tous les chiffres ne pourront pas tout montrer. C'est en sens que je disais, ne serait-ce que d'avoir un impact positif sur des dizaines d'enfants, des dizaines de jeunes,
et de faire en sorte que grâce à cette cité éducative qui s'est rencontrée dans plusieurs années et dit cette action, ce coup de pouce, cette rencontre a changé ma vie, ce sera déjà une énorme victoire de la cité éducative, mais il y aura un impact assez important vu l'ampleur et la qualité des actions qui sont portées par la cité éducative. Je voulais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres, mais on n'a pas besoin d'attendre des chiffres pour aller savoir si les actions qu'on met sur le terrain ont un impact. Il suffit juste de sortir. Je vous donne un exemple. Allez discuter avec les parents à la sortie de l'école, à 16h30. Même prendre le temps d'être sur le terrain et discuter avec les enfants. Ils vous diront les activités qu'il faut pendant la pause méridienne, que ce soit des activités sportives, des activités culinaires, et vous allez peut-être, si vous prenez le temps d'aller les voir et de discuter avec eux, avoir vous-même un bilan de qualification. Vous allez voir à quel point toutes les actions qui sont menées, ce n'est que du positif. Je vous invite vraiment à prendre le temps de ne pas attendre le rapport avec le bilan quantitatif. On parle d'humain, on parle de bienveillance, on parle d'éléments qui font grandir les enfants dans leur milieu de vie. Donc prenez le temps d'aller les voir et n'attendez pas les chiffres, ça n'a pas d'intérêt. C'est un conseil. Hein. Si je peux juste répondre je rebondis très rapidement sur oui, l'aspect qualitatif, mais aussi l'aspect quantitatif. Je vais prendre un exemple, ou même deux. Hein. Il y a l'équipement des crèches en espace révélé qui nous a permis à nous d'élargir en tout cas l'inclusion des enfants dans des situations de handicap, d'alléger les familles, etc., etc. Et enfin, il y a quelque chose de palpable, de très concret. C'est vraiment des données quantitatives pour le coup et c'est vérifiable. C'est la CHAM. Aujourd'hui, on parle de la CHAM à Paul-Langevin et il faut savoir qu'à la base, on avait simplement acheté des violons la première année. Ça avait été un financement, c'était éducatif et c'était l'achat de violons pour l'école Paul-Langevin. Deuxième année, ça a été l'achat d'autres instruments. La troisième année, l'école a pu postuler, on l'a accompagné pour que cette école puisse bénéficier d'une classe à horaire aménagée musique qui se fait sur un cycle de CE2, CM1 et CM2. Il faut savoir que ces enfants-là, qui viennent du quartier prioritaire de la ville, au début, quand on avait parlé des violons, etc., quand on avait montré ce projet, c'était très compliqué et c'était même abstrait pour certaines familles. Parce que, voilà, ils sont en CP, ils doivent apprendre la lecture, c'est déjà compliqué. Maintenant, ils doivent toucher au violon. Finalement, les familles se sont rendues compte que ça a développé la motricité, ça a développé d'autres choses. Aujourd'hui, dans les quartiers prioritaires de la ville, et pour le coup, c'est un élément quantitatif, lorsqu'on vérifie les données d'inscription au conservatoire, on a énormément de jeunes des quartiers prioritaires de la ville qui s'inscrivent au conservatoire. Donc, pour nous, ça, c'est une belle réussite. Et en parlant je partage ton avis, Marwan, c'est très compliqué d'avoir des données précises. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un champ sur lequel on travaille. Nous, on se fie aux données, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les données, les analyses sociaux, c'est ça, du territoire. Nous, on se fie sur les analyses sociaux du territoire, l'ABS, l'analyse des besoins sociaux, c'est ça? Voilà, merci, c'est vrai. L'éducation nationale se fie à ces résultats. On a les services de l'État qui sont plus larges et on essaie d'intégrer chaque année de nouveaux partenaires sociaux comme la CAF et d'autres, les associations, etc. Donc, chacun avec nos visions, on essaie de proposer des choses pour répondre à un besoin sociologique du territoire. Et oui, d'une année à l'autre, les axes changent, évoluent. Là, cette année, ça va être la parentalité, la lutte contre le décrochage scolaire, la vie de l'enfant, le sport santé, etc. Mais la première année, nous étions vraiment très loin de tout ça. Nous étions sur des axes basiques, élargir le champ des possibles, permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir avant, pendant, après l'école, etc., etc. Donc oui, c'est un travail de longue haleine et il me semble, Marwan, en tout cas, mais que l'université de Cergy doit nous présenter cette année d'ailleurs, hein, je pense lors de la prochaine Troïka, des résultats concrets sur toutes ces actions que nous avons menées depuis ces années. Pardon. Et je voulais rajouter aussi que les associations me disent qu'elles ont une augmentation d'adhésion justement grâce à la découverte des sports et des activités culturelles aussi. En tout cas, je tenais à remercier bien entendu les services, mais aussi l'ensemble des collègues, parce que la cité éducative, c'est chaque collègue qui s'en est saisi, et je vous en remercie, j'ai la chance de la coordonner, mais c'est chacun dans sa délégation,
Et chacune de vos délégations, quasiment, il y a eu des actions significatives et vous avez personnellement le prix de suivre. Je vous en remercie. Et pour finir, du coup, on a d'ailleurs demain une soirée bilan de cette année de cité éducative qui sera réalisée avec un retour en vidéo des actions de cette année, avec aussi les témoignages de l'association de bénéficiaires des actions de cette cité éducative. Oui, tout le monde est d'ailleurs invité, hein. Ce sera à la maison pour tous demain à 19h. Et aussi pour, justement, ça répond aussi à vos questions tout à l'heure concernant les entreprises qui financent les associations. C'est aussi, un canal de financement à cette éducative. Parce que par le sport, on peut aussi éduquer. C'est aussi un canal de financement. Malheureusement, pas beaucoup d'associations viennent déposer des projets. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'essayer de travailler avec les associations pour qu'elles puissent plus venir en plus grand nombre déposer des projets, parce que c'est un volet à la fois sportif, ça peut être un projet culturel et éducatif, sportif et éducatif, etc. Très bien, je vous propose de passer rapidement. 26. Alors, je vais vous proposer de passer la résolution 26, 27 et 28 ensemble, mais de les voter séparément. Bien, on va les énumérer. Pourquoi? Parce que sur la forme, ils sont identiques. Ce sont des parcelles qui sont situées aux demoiselles. Et donc, il y a des amis dans nos enchères avec Agorastore. Agorastore a effectué un travail de mise en enchère avec une mise en concurrence. Il faut rappeler que Agorastore est le numéro 1 des ventes auprès des collectivités. Donc, ils ont fait un travail d'analyse qui est intéressant avec eux. Ils se sont chargés de la publication de l'offre sur leur site, de recevoir les dossiers des candidats et de présenter les offres soumises par les candidats à l'issue des enchères. À l'issue des enchères, Agorastore a présenté son analyse d'offres, montant de candidats, montant d'enchères, certitude transactionnelle, très importants éléments, qui englobe la structure juridique et financière de l'acquéreur potentiel, la cohérence au projet avec le règlement d'urbanisme, les conditions suspensives éventuelles, comme le refus d'un prêt d'accompagnement, et aussi, des critères, c'est par exemple lorsqu'on a déjà bénéficié, enfin, du moins une famille a déjà bénéficié d'une parcelle qu'on a mis en vente. Effectivement, même si elle a postulé sur ces nouvelles actions, nous l'avons écartée parce que on ne sait pas, même si elle a mis plus de sous, on ne va pas forcément donner toujours les parcelles aux mêmes familles. Il en faut vraiment pour tout le monde. Et nous avons fait aussi très important, tout ce qui est SCI et tout ce qui est investisseur. C'est vraiment uniquement pour des projets, c'est vraiment un projet de résidence. C'est signifie que ce sont des projets pour que les personnes puissent construire un avenir et généralement c'est un pas. Donc voilà, 3 parcelles aujourd'hui qui sont présentées. La section AB 61-62 pour un montant de 178 766 € et pour une superficie totale de 669 mètres carrés au bénéfice de M. Lassel Paris. Donc il est demandé au groupe du conseil municipal de voter cette première résolution, la résolution 26. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des résolutions par rapport à cette question? Oui. Monsieur Zillon, moi j'ai une question sur ces différentes mais groupées en un seul débat. C'est des parcelles qui initialement n'étaient pas urbanisées. Certaines d'entre elles ne faisaient pas de fonction particulière. Mais malgré tout, beaucoup d'entre elles servaient aux enfants pour jouer. Certaines servaient à certaines personnes pour balader leur chien le soir, par exemple, ou en journée. Et moi, mon interrogation, c'est en réalité, j'ai la réponse, parce que je suis parti voir parce que j'ai grandi, moi, dans ce quartier-là. Donc, je suis parti voir les riverains qui étaient à côté de ces parcelles-là. Et je leur ai demandé s'ils étaient au courant que les parcelles qui sont à côté de chez eux, ils savaient qu'elles allaient être urbanisées, qu'elles allaient être transformées, qu'il allait y avoir des logements. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant que, évidemment, ces parcelles qui sont des parcelles, en tout cas, aujourd'hui, qui sont laissées, en tout cas, c'est des zones, des espaces verts, beaucoup d'entre eux, elles vont se transformer, elles vont être urbanisées. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être eu un loupé quelque part, ou si vous avez fait une information à l'endroit des habitants, mais en tout cas, pour beaucoup d'habitants du quartier de Demoiselles, que ce soit du côté de Grasquet, du côté de Romy Schneider, ou du côté de Michel Simon, etc.,
les habitants ne sont pas au courant qu'ils vont avoir de nouveaux voisins. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est là-dessus, peut-être. Oui, je vais vous répondre parce que je suis partie du conseil de voisinage et des voisins. Et ça a été évoqué. Alors je ne pourrais pas vous dire comment exactement j'ai pu la date en tête, mais plus on a un conseil de voisinage qui est très actif, on est quand même assez nombreux. Ça a été évoqué, il y a beaucoup de parcelles qui ont été vendues et qui vont être réalisées. Maintenant, je ne sais pas ce que vous appelez beaucoup. En tout cas, cette partie du conseil de voisinage sont plus d'une quinzaine. Non, mais c'est les riverains, enfin beaucoup si vous voulez, mais c'est voilà. les riverains, c'est les gens qui habitent. D'accord, très bien. Laisse-moi juste finir. Semblez que vous avez terminé. Non, là j'ai pas terminé, donc je me permets de vous le dire. Les ont une importance. On ne peut pas utiliser à bon escient comme ça, beaucoup, plein. Non, mais on est dans un conseil municipal. Moi, je vous dis clairement, parce qu'on a un conseil de voisinage, où il y a une quinzaine de personnes assez actives, elles sont à chaque fois informées de ce qui se passe. Vous savez, la prochaine fois, si vous voulez, je vous donnerai une invitation, si vous avez été au voisin, venez participer. Et vous verrez que toutes les informations qui sont en lien dans le quartier leur sont transmises en temps et en heure. Vraiment simplement, vous pouvez venir comme vous voulez. Vous avez fini, madame. Merci. Oui, j'ai fini, merci. Alors, je dis, c'est pas, quand je dis beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui ont été interrogés. C'est-à-dire, moi, je suis parti, je connais les habitants du quartier des Demoiselles. Donc, quand j'ai interrogé ceux qui habitaient à proximité de ces parcelles-là, ils m'ont dit qu'on n'était pas au courant. Ils ont vu qu'il y a eu, j'ai oublié le nom, je sais pas, c'est des géomètres, etc. Ils m'ont dit qu'il y a eu du marquage qui ont été faits. Bornage. Voilà, du bornage. Ils n'ont pas forcément compris pourquoi. Et c'est pour ça que je leur ai dit. Et ensuite, j'ai compris qu'il y a eu, j'en avais parlé avec Captain, il m'a dit qu'effectivement, sur Agorastore, les parcelles sont à vendre, etc. Mais pour beaucoup de riverains, ils ne sont pas au courant qu'ils vont avoir de nouveaux voisins. Et je pense que, voilà, moi je trouve que c'est juste regrettable. Ils auraient pu au moins avoir l'information que les parcelles sont faites chez eux. Elles vont être pas des Alors, sur ça, alors ce qui est étonnant, là, pour le coup, c'est que le nombre de personnes qui ont couru aux enchères vient de l'extérieur. Eux ont eu l'information. Et des Saint-Jean n'ont pas eu l'information. Ça m'étonne. Ce qui est un peu étonnant. Dans le mesure où vraiment beaucoup de personnes m'ont sollicité, personnellement, pour dire est-ce que c'était vraiment en vente, comment faire le siphon, etc. J'étais dirigé vers Agorastore. C'est étonnant, c'est possible. Après, à partir du moment où un expert géomètre met un bornage sur un plan, désolé, hein, on vient de mettre des piquetages, on sait bien qu'il va y avoir une division. Un bornage est une division, on fait des mesures. D'ailleurs, une décision du maire a été celle-ci, et qu'on a fait appel à une décision pour faire la division des parcelles. Donc, il y a une parcelle mère, on la divise. Donc, effectivement, à partir du moment où on met un piquetage, c'est qu'il y aura un forcément dedans, ou il y aura quelque chose. Et attention, c'est pas. On est sur un quartier pavillonnaire, donc on reste sur du pavillon. Sur la question, c'est très important. C'était des parcelles qui étaient en jachère. Ça signifie qu'elles étaient à la vie, elles étaient en jachère. Mais c'était urbanisable. On n'a absolument pas touché le PLU au niveau des Demoiselles. Elles ont toujours été urbanisables. Finalement, quand on regarde bien, en fait, effectivement, sur ça, c'est une cession pour la ville qui rapporte des sous. Et qui plus est, il y a tout autour, c'est assez vert. En plus, il y a le parc et qu'on a deux bouges. Donc, on peut relativiser, entre guillemets, la relative perte d'un petit espace vert. La parcelle verte, la Abdel, c'est la parcelle là où on a fait l'an dernier la marche des exactement. Alors, c'est là où on a débarqué. Celle-ci, il y en a d'autres, il y en a trois. Ouais, non, mais celle-ci qui est un espace vert où les gens sortent, etc. J'ai été personnellement interpellé par les voisins. On est d'accord là-dessus? J'ai été tout autant que vous. Et on était ensemble et on est parti voir les voisins. Voilà. Parce qu'il y avait du Et ils voulaient, et ils m'ont même dit. Et la parcelle n'est pas, c'est pas un espace vert entièrement. Il y a une partie qui est verte et il y a une partie où il y a du sable. Quand je leur ai proposé, je leur ai dit est-ce qu'on en fait un parking? Ils m'ont dit surtout pas. Non, mais j'ai parlé avec tous les voisins qui étaient autour. Je leur ai dit est-ce que vous voulez qu'on en fasse un espace de jeu plus défini, plus clair, plus réfléchi? Surtout pas, parce que ça va être les mêmes qui vont sur la tête. Je dis qu'est-ce qu'on en fait, messieurs, dames? Ils m'ont dit ça serait bien de le vendre, qu'il y ait un pavillon qui vienne. Que quelqu'un vienne s'y installer, comme ça il y aura plus de squat. Le squat, là-bas, en été, c'est jusqu'à des heures pas possibles. Les gens boivent, fument, des chichas posés sur le sol. Donc ça, c'est à la demande des voisins.
surtout ceux, alors moi je connais bien ce cas-là, mais pour le reste, on les connaît aussi. Les autres, c'est. Mais sur celle-ci, moi j'entends, je connais les riverains là-dessus, mais sur les autres parcelles, c'est des espaces verts à 100%. Oui, mais qui servaient aux enfants à jouer au foot. Moi j'ai joué au foot là-bas pendant des années, c'est ma personne. Donc c'était une grande parcelle, ça c'est du côté de Michel Souris, qui n'était pas urbanisée et qui servait à différents usages. Mais c'est pour ça que. Après, voilà, je dis que c'est regrettable que les voisins n'aient pas été informés. C'est ça mon propos. Les voisins, nous, on leur a fait quelque chose qui n'est pas regrettable et qu'ils ont su valoriser à sa juste valeur, c'est encore une fois au long de bouche. Donc pour leurs enfants, je pense qu'on y a pensé. Vous savez, on est un peu dans la même configuration que la sortie de ville, sur le rond-point Jacques Chirac, où j'ai reçu ici une manifestation des gens des Demoiselles, n'est-ce pas, vous saviez qui, les gens ont fait même des vidéos sur les réseaux pour dire tout et n'importe quoi. Et à la fin, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, sauf quelques personnes de mauvaise foi. Toutes les personnes qui sont là-bas me disent, monsieur le maire, franchement, c'est top, pas plus de véhicules, pas d'insécurité, pas de cela, et on gagne tous les matins 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour aller et chercher. Donc, bien évidemment, au début d'un projet, c'est toujours comme ça. Maintenant, ces terrains-là appartiennent à la municipalité. La municipalité a aussi besoin, à un moment, peut-être de revendre certains terrains pour aussi enflouer ses caisses. Ça fait aussi partie du jeu. Vous savez, on présente beaucoup pour éviter que les choses débordent et que les gens fassent tout et n'importe quoi sur des parcelles. Et dans la vie aussi, d'avoir des recettes pour pouvoir continuer à piloter. Donc, c'est tout un travail réfléchi, un travail qui est en concertation avec les services, il y a des commissions qui travaillent là-dessus. Et la chose sur laquelle nous nous sommes attardés à l'œuvre fois, surtout moi, ma commande à Abdel et au service de l'URBA, c'est effectivement d'évincer toutes les SCI, tous les gens qui sont déjà propriétaires, parce qu'il faut donner la chance, parce qu'il y a aussi le parcours résidentiel, donc il faut aider les gens qui sont aujourd'hui locataires, peut-être à devenir propriétaires et de libérer les logements sociaux, etc. Donc il y a tout ce parcours résidentiel auquel même les plus modestes ont droit, et c'est ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui. Donc c'est tout ce travail aujourd'hui qu'on a mené, et je pense qu'à terme, ce sera un pavillon validé par les plans validés par le service de l'URBA et qui ne défigurera pas ni dénaturera le quartier. Merci, Demoiselles. Donc voilà ce que j'avais à ajouter là-dessus. Abdel, peut-être encore un jour. Très bien. Je vous propose de passer au vote. Ah, oui, allez-y.